J'avais pas envie qu'on me perçoive aussi dans mon travail comme quelqu'un c'est quoi le bon mot? Un peu cucu, tu vois. C'est-à-dire que tout est beau, tout est rose, tout est joli, parce que c'est pas ça ma vie du tout, tu vois. J'adore m'émerveiller. Je trouve qu'il y a des tas de choses autour de nous qui sont magnifiques et qu'il faut s'attarder pour prendre du plaisir, tout simplement. Mais la vie, elle n'est pas toute rose. Donc c'est ça aussi de dire, c'est que la tristesse, elle existe, la colère, elle existe. C'est des sentiments qui ne sont pas à refouler, qui sont des sentiments humains, tout simplement, tu vois. Mais par contre, ce que tu en fais, c'est un choix. La fatalité, tu ne la choisis pas. Les événements qui t'arrivent, tu ne les choisis pas. Par contre, comment tu t'en saisis pour en faire autre chose? Démarche. Bienvenue dans Démarche avec, le podcast où je discute de manière approfondie de processus créatifs et de démarches artistiques en me baladant avec des tatoueurs, des tatoueuses et des artistes ayant fait de la peau et de l'encre l'un de leurs moyens d'expression privilégiés. Pour me présenter rapidement, je suis Manon Jean-Jean, étudiante et apprentie chercheuse en art contemporain et surtout passionnée de tatouage. J'ai co-créé et coproduit cette émission avec mon ami et artiste tatoueur Olivier Poinsignon. Aujourd'hui, on démarche avec Louch. Bonne écoute. Bonjour Louch. Bonjour Manon. Et bienvenue dans Démarche avec. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Alors, pour te présenter rapidement, toi, tu es tatoueuse. Ouais. Tu tatoues à l'Encrophage à Argelès-sur-Mer. Exactement. Avec Nico Inco comme collègue. Et on va juste retracer rapidement ton parcours et comment t'en es arrivé au tatouage pour situer un peu qui tu es et ce que tu as pu faire avant d'en arriver là, parce qu'on va voir que c'était pas forcément prévu. C'est pas la voie tracée, pas du tout même. Alors si j'ai bien compris, tu as été EduxP, donc éducatrice spécialisée. Ouais, exactement. Et tu as fait ça pendant combien de temps? Est-ce que c'était ta vocation première? C'était pas ma vocation première, puisqu'au départ, moi, je voulais devenir comédienne. D'accord. Voilà, donc j'ai fait un parcours universitaire de théâtre à Saint-Denis, en 93. Et puis, de fil en aiguille, je suis venue à l'éducation spécialisée, parce que c'est un truc familial, en fait. Okay. Mon père, il est éducateur, ma mère, elle était maîtresse de maison, mon frère est éducateur. J'ai un autre frère éducateur sportif. Voilà, il y a un truc familial dans la pédagogie, la transmission et tout. Et du coup, je pense que j'ai un peu exploré aussi ce truc-là, dans l'idée d'explorer mes racines aussi, tu vois. Ouais. Donc j'ai fait mon parcours d'EduxP et j'ai passé mon diplôme. Mais avant de passer mon diplôme, j'ai bossé des années dans le domaine, presque 10 ans. Et j'ai passé mon diplôme tardivement. D'accord. Donc j'ai fait tout ça. Ensuite, j'ai travaillé à la Croix-Rouge en tant qu'éduc une fois que j'ai été diplômée pendant 2 ans. Avec des enfants migrants, donc des enfants qui ont vécu la guerre, la persécution religieuse, tout un tas de trucs. Ce cocktail magnifique dont sont capables les humains, tu vois, ce qu'il y a de plus horrible. Donc je les ai accompagnés là-dedans et j'ai rencontré Nico Inco, qui était donc tatoueur. Je l'ai rencontré parce qu'il m'a fait mon premier tatou. Une aquarelle dans le dos. Une aquarelle dans le dos. J'étais arrivée pour un petit tatou, je suis repartie avec un dos complet. La magie de Nico. Voir les choses en grand. Voir les choses en grand. Et j'ai découvert ce métier que je ne connaissais pas du tout, parce que moi, à l'époque, je ne m'intéressais pas au tatou, quoi. C'était pas un truc que j'avais en tête. Et le fait de le rencontrer, de tomber amoureuse de lui, j'ai partagé beaucoup de ses aventures. Il a commencé à être un peu connu à ce moment-là, donc on allait en convention. Chaque jour de congé, je l'ai passé à la boutique pour regarder comment il faisait, pour accueillir les gens parce qu'ils étaient un peu débordés. Ils étaient 2 tatoueurs et il n'y avait personne à l'accueil, donc je filais un coup de main à l'accueil. Donc ça, c'est quand vous étiez sur Paris, du moins en banlieue Ouais, parisienne? en banlieue parisienne. D'accord. Tout le temps où j'étais éduque en fait à la Croix-Rouge. Et j'ai découvert vraiment un métier fascinant et je ne pensais pas devenir tatoueuse, encore toujours à l'époque. Déjà, je ne dessinais pas, donc l'idée n'était même pas venue, quoi. Et puis de fil en aiguille, je commençais à me dire tiens, j'aimerais bien faire ce métier-là parce que j'y retrouvais aussi le côté un peu social dans la relation avec les gens, tu vois. Je retrouvais ce côté intimité et puis c'était une façon d'agir des fois sur des problématiques des gens d'une autre manière que d'être dans le social en fait. Pouvoir avoir une intervention dans un parcours de vie sans passer par l'administratif, par tout ce côté-là, quoi.
Donc je l'ai un peu forcé à m'apprendre à tatouer. Je lui ai couru après pour lui dire apprends-moi. Et lui me disait non, quoi. Il me disait déjà tu dessines pas, donc c'est l'argument imparable. Et en plus il me disait j'ai pas le temps, je me sens pas de t'apprendre et tout, quoi. Et du coup j'ai dit ok, je vais m'y mettre. Donc je me suis mise à dessiner. C'était quelque chose que tu faisais quand tu étais plus jeune? Il y a très longtemps, ouais. Okay. Il y a très longtemps. Après ma mère elle fait plus maintenant, mais elle faisait beaucoup d'aquarelle, elle faisait de la BD. Mon père aussi fait de l'aquarelle. Ma grand-mère a fait les beaux-arts à l'époque, tu vois, il y a très longtemps. Tu avais ça dans les gènes. J'avais ce truc-là. On avait quand même ce côté, faire des choses avec ses mains, que ce soit artistique ou artisanal, on avait un côté créatif toujours. Et puis je viens d'une famille très modeste, donc moi j'avais pas des grands jouets qui coûtaient super cher, il fallait qu'on bidouille, donc le dessin évidemment ça fait partie d'une feuille et un crayon et c'est parti, quoi. Ah bah, toutes les aventures sont possibles. Voilà, toutes les aventures sont possibles. Donc j'y suis revenue. Et j'ai adoré faire ça, quoi. Et je remercie d'ailleurs Nico qui m'a appris à tatouer parce que je me rends compte que c'est pas facile d'apprendre à quelqu'un à tatouer, quoi. C'est vraiment un gros challenge, mais je suis ravie aujourd'hui. Et je sais, même si je suis passée par plein de chemins, par le théâtre et par l'éducation spécialisée, aujourd'hui je pense pas que je change de métier, en tout cas pas avant. C'est quelque chose qui te convient pour l'instant? Ouais, ça me convient énormément, ouais. Je me sens bien, j'ai pas l'impression de travailler, même si c'est beaucoup de travail. J'ai pas l'impression d'être dans un truc de corvée ou de contraintes, quoi. Même s'il y en a plein. Mais c'est des contraintes acceptées, quoi. Oui. Volontiers. Très bien. Je me demandais, est-ce que tu avais est-ce que le théâtre était une source d'inspiration dans ton travail actuel? Parce que j'ai pu lire dans l'interview que tu as fait avec Stéphane Yako que les mots et leur rythme avaient leur importance pour toi, que tu étais très sensible à la poésie. J'ai retenu Rimbaud. Absolument. Voilà. Qui est là d'ailleurs sur ma cuisse. Ah bah, qui est toujours avec moi. Magnifique. Fait par Seb Bouzy du Sphinx. Ouais, voilà. Très bien. Qui vient d'ouvrir une boutique au Beaucaire. Ah, c'est Beaucaire, ok. Ouais. Je l'aurais prononcé Beaucaire. Mais je crois que c'est Beaucaire. Peut-être que je fais une bêtise, mais je crois que c'est Beaucaire. Je n'ai pas encore prononcé le nom à voix haute. Qui s'appelle La Nef, d'ailleurs. La Nef Tattoo Parlant. D'accord. Parce qu'il est à Paris, sinon? Ouais. Okay. Je crois qu'il y retourne régulièrement, quelque chose comme une semaine par mois, peut-être c'est à vérifier, mais oui, il y retourne régulièrement. D'accord. Et oui, je suis très attachée aux mots, c'est un truc, d'ailleurs en vrai ça a été la porte d'entrée dans le tatou pour moi, les mots, parce que le dessin c'est un prétexte pour raconter des choses. Plus que... je suis pas vraiment passionnée de dessin, j'aime le dessin, mais c'est pas le truc qui m'anime le plus, c'est vraiment raconter des choses même... détourné, c'est-à-dire qu'on ne dit pas vraiment le fond, mais on sait que le fond il est là, tu vois. J'adore ce côté un peu, c'est ce que j'aime dans la poésie en fait, les choses sont dites de manière très suggérée, mais on capte le fond tout de suite de la pensée, quoi. C'est ce que j'aime beaucoup dans la poésie. Et donc le théâtre a été pour moi la découverte du texte, la découverte des mots. J'ai des obsessions avec les mots depuis que je suis gamine. On en reparlera, mais par rapport à la synesthésie, tout ça, j'ai une histoire j'aime compter les lettres, je trouve que les lettres avec un certain nombre, enfin les mots avec un certain nombre de lettres, ils ont un rythme qui est plus ou moins chantant, plus ou moins doux, plus ou moins agressif, et donc du coup, je suis attachée à ça. Je trouve que la sonorité, elle révèle aussi beaucoup de choses dans la poésie. Il n'y a pas que le sens du mot, quoi. Il y a vraiment le rythme des phrases qui fait que ça fait une petite musique qui fonctionne, quoi. Et d'ailleurs, j'écris comme ça, j'écris sans trop réfléchir. Je réfléchis pas en fait, même quand j'écris, ça vient et c'est vraiment ce rythme qui va guider l'écriture. C'est pas tellement le sens. Le sens, il vient avec en fait. C'est son compagnon quoi, du rythme, mais ouais. C'est plutôt une réaction à une impulsion. Exactement. Une démarche un peu spontanée au départ. C'est comme de la musique. Ouais. Ça sonne bien, donc il y a quelque chose de beau dedans et le sens se révèle avec les mots que tu vas choisir, mais les mots, je les réfléchis pas non plus, tu vois, je me mets pas devant une feuille à me dire tiens, qu'est-ce que je vais écrire, quel est le bon mot pour... Non, c'est le mot, il tombe. Ah oui, puis il sonne bien, il a ce bon rythme, donc c'est le bon, et voilà, c'est parti, quoi. D'accord. C'est vraiment la porte d'entrée. Et donc le théâtre, tu l'as pratiqué? Est-ce que tu le pratiques toujours à l'occasion en amateur? Je le pratique plus du tout. Après, je l'ai pratiqué pendant des années, depuis l'âge de 8 ans jusqu'à mes 25 ans, je crois, 24 ou 25 ans. En intensif, hein, je faisais beaucoup d'heures dans la semaine. Et puis, en fait, moi, j'ai grandi en région centre. J'ai découvert une compagnie là-bas qui était du coup la compagnie dont j'ai fait partie pendant toutes ces années, où on créait les pièces, on écrivait, on jouait et on allait faire quelques tournées à droite à gauche. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans le 93 pour faire ma formation professionnalisante dans le théâtre, parce que je voulais vraiment faire mon métier.
Sauf que arrivé là-bas, moi j'étais toute jeunette, j'avais 17 ans, et j'ai pas trouvé ce que j'avais aimé dans la compagnie avec laquelle j'ai grandi initialement dans le centre. C'est-à-dire que j'avais cette idée de la symbiose entre les gens, de cette équipe-là vraiment. D'une énergie qui circule et Exactement. un rythme qui se partage. Ça se partage et encore une fois, c'est pas dit, c'est juste là, tu vois, c'est le moment, quoi. Et les gens qui sont là qui font que ça fonctionne. Et donc je me suis confrontée à jouer avec tout un tas de gens et rentrer dans un monde très compétitif. Parce que ça reste un domaine où on ne mange pas beaucoup, il faut se battre pour vraiment être professionnel, gagner sa vie, et puis il y a toujours cette idée d'être le premier rôle, d'avoir le meilleur texte, d'avoir plus de texte que celui d'à côté. Enfin, il y a vraiment ce côté-là qui, moi, me ressemble pas du tout, quoi. Moi, je ne suis pas compétitrice, j'étais là pour la poésie, j'étais pas là pour la compète, quoi. Donc j'ai laissé tomber ça et j'en suis venue ensuite à l'éducation spécialisée. Mais j'ai jamais repris le théâtre parce que par manque de temps, après le temps on le trouve quand on veut vraiment, mais je n'avais pas envie de reconnaître cette phase où j'étais pas très à l'aise en fait. J'avais été à l'aise dans cette compagnie, ça a été génial pour moi, mais en dehors de ça en fait, je crois que j'étais plutôt passionnée par la compagnie que par le théâtre en soi, tu vois. Même quand les gens sont tellement passionnants qu'ils rendent le sujet passionnant. Exactement. Finalement, c'est pas une passion première. C'est pas une passion première, en vrai. Je l'ai longtemps cru pourtant. Je vais voir des fois des pièces, je m'intéresse un peu, mais par exemple, je saurais pas te dire quelle est ma pièce préférée. Je peux pas te sortir des tonnes d'auteurs de théâtre parce qu'en fait, c'est pas ce que je lis déjà, quoi. C'est pas du tout ce que je lis, c'est pas. Tu lis de la poésie peut-être du coup? Ouais, j'en lis davantage régulièrement. De poésie. Ouais, régulièrement. C'est pas, la lecture n'est pas une de mes activités principales, mais j'aime ça. J'aime l'objet du livre, j'aime feuilleter, j'adore l'odeur du livre, j'adore les renifler. Je les achète souvent je les achète jamais neufs, tu vois. J'aime bien les trouver dans des vieux greniers, aller à Emmaüs, aller dans des endroits un peu comme ça où les livres ont vécu. Là, dernièrement, j'ai acheté un livre, c'est pas du tout de la poésie, mais je l'ai acheté juste parce que dedans, il y avait des petits marque-pages qui avaient été laissés par quelqu'un, des petites écritures, tu vois, et il y en avait plein. Et j'aime bien cette idée qu'il a vécue avant, il a raconté des histoires à quelqu'un d'autre et voilà ça. Il te raconte une nouvelle histoire. Il te raconte une nouvelle histoire, quoi. J'aime bien ça. Dans laquelle tu peux projeter aussi un petit peu tout ce que toi tu as envie d'y voir, dans cette écriture, dans les notes qui ont été prises. Absolument, puis il y a la notion d'époque aussi, quand tu récupères un vieux bouquin et que tu reconnais que l'écriture, c'est une vraie écriture d'écolier très appliquée comme étaient nos grands-parents, tu vois, qu'on a perdu aujourd'hui. Ouais, ça témoigne d'un truc, il a vraiment eu une autre vie dans une autre époque et j'aime bien cette idée-là, quoi, que les choses se croisent, les chemins se croisent. D'accord. Et par rapport à ton entourage, quand tu as voulu te lancer dans le tatouage, est-ce que tu as eu des réticences? Est-ce que ton entourage a pu bien t'accompagner et t'épauler? Ouais, mon entourage, ma famille en l'occurrence, ils sont très fiers même de me voir heureuse dans ce domaine, tu vois. Puis j'ai des parents qui m'ont toujours accompagnée. Peu importe les choix que j'ai faits dans ma vie, ils ont toujours été là pour me dire on va t'emmener jusqu'au bout, tu vois, on va t'accompagner et tu fais ton choix, puis nous on est là en parachute, quoi. Donc ça n'a jamais été un souci. Pardon. Puis je suis devenue tatoueuse il y a 5 ans, donc j'avais 27 ans, tu vois, j'étais pas non plus au tout début de ma vie. Bon, j'étais jeune encore, mais je me lançais pas inconsciemment dans un truc complètement inconnu. Puis les gens de mon entourage connaissaient Nico aussi, ils savaient son talent. Il connaissait son sens pas de la perfection, mais de bien faire les choses dans l'ordre, de manière bien réfléchie. Donc, tu ne te jetais pas dans le vide sans parachute. Ouais, je ne me jetais pas dans le vide. Je savais que j'étais bien encadrée, les gens autour de moi aussi. Et c'est vrai que je suis plutôt bien entourée par mes amis, ma famille, qui me poussent à faire ce que j'ai envie de faire, en fait. D'accord. Il n'y a pas du tout d'histoire de c'est un métier décadent. Ce qu'on peut entendre, c'est pas un vrai métier, ou sur des générations un peu plus anciennes, tu vois. J'ai pas eu ça du tout, au contraire. J'ai tatoué les gens de ma famille, j'ai tatoué mon père, mon frère. Je vais tatouer ma mère cette semaine pour son premier tatou. Ouais. Génial. Oh, le premier en plus? Le premier. Ouais, c'est impressionnant de tatouer les gens qu'on aime. Oui. De se dire qu'on va leur faire mal. On va faire attention, mais voilà. Une marque définitive aussi. Ouais. C'est très engageant, quoi. La famille et que ça se passe bien. Oui, par contre, c'est des gens vraiment très proches. C'est pas juste parce que c'est ma famille, c'est parce que c'est des gens qui comptent vraiment dans ma vie. Et ce que j'aime bien dire, surtout pour mon frère, qui n'est pas du tout un profil de quelqu'un qui se serait tatoué, je pense, si j'avais pas été tatoueuse,
C'est que si j'avais été céramiste, il m'aurait acheté des bols en céramique, tu vois. Ben là, je fais du tatou, donc il se fait tatouer. Il serait devenu fan de céréales tout à coup. Exactement. Ou vente amateur de thé. Les gens te suivent aussi parce qu'ils t'aiment ou parce que tu les aimes, et du coup, tu les embarques avec toi dans ce truc-là, quoi. Ouais, ils font le voyage avec toi, quoi. Ouais, ils font le voyage avec toi. D'accord. Pour en revenir à l'écriture, est-ce que tu as un process particulier pour te mettre dans le bain ? Ou pas du tout, et ça peut venir à n'importe quel moment, et est-ce que tu as, je sais pas, un carnet toujours sur toi ou comment... Jamais, j'ai pas de carnet, je suis la pire Ok, je sais pas, en termes d'organisation, tu vois. Je marche au feeling, tu vois, il y a des moments, ça tombe, des fois je peux ne pas écrire pendant 2 semaines, et puis des fois sur une soirée, je vais en écrire 15. Et il y a quand même quelque chose aussi, il faut que j'ai un endroit calme autour de moi. En fait, j'ai du mal à créer, que ce soit le dessin, même en dehors du tatou, tu vois. Faire des choses comme ça, j'ai besoin d'être dedans vraiment et de ne pas avoir quelqu'un à côté de moi qui me regarde, tu sais, qui suit ce process où tu vas des fois te tromper, prendre d'autres chemins, tu vois. Et ça, j'ai besoin de le vivre toute seule. Pas par pudeur, parce que j'ai peur de mal faire ou peur de l'échec, mais parce que tu as besoin de descendre un peu loin aussi en toi, et que quand tu as des choses à penser ou des gens à regarder à côté, t'es pas dedans. Et je dis souvent, avec des amis avec qui je dessine à côté, je leur dis en fait je suis en train de faire un faux dessin. C'est-à-dire que je fais un dessin, mais je mets pas la même chose que ce que je vais faire quand je vais être toute seule chez moi à 2h du matin sur mon bureau. J'ai besoin que mon bureau soit bien propre, bien clean, bien rangé, alors que je suis pas du tout maniaque, mais voilà, mon espace, il faut qu'il soit à disposition, quoi. Ça, oui. Mais après, non, les textes, ils vont venir... soit je vais faire un dessin, parce qu'il y a une image qui m'a plu, une photo, tu vois, et j'ai envie de la reproduire ou d'en faire quelque chose. Et en le regardant, je me dis, tiens, ce dessin, il raconte ça, ou cette personne que je suis en train de dessiner, elle est en train de dire ça, tu vois, et paf, le texte, il vient. Ou alors, c'est l'inverse. J'ai des mots qui me tombent, et du coup, je me dis, tiens, je mettrais bien des images avec, et puis chez moi, l'image et le reste des sens, c'est plutôt bien connecté, tu vois. Et est-ce que... tu parlais de photos qui te plaisaient. Comment tu fais pour les créditer ou retrouver parfois les sources des images que tu vois ? Est-ce que toi-même tu prends des photos aussi et tu t'en sers ? J'aime bien faire ça. Je prends des photos dont je me sers. Il y a aussi beaucoup de photos que je prends à la volée dans des livres, aussi sur Internet. C'est quand même un sacré outil, Internet. Mais je ne cherche pas à faire de la reproduction vraiment. Je ne fais pas de réalisme. Je cherche pas, même quand je dessine un portrait, je cherche pas vraiment, parce que déjà j'ai pas cette formation-là académique, tu vois, de dessin. Je suis pas du tout une grande dessinatrice en fait. Je cherche juste à retrouver dans mon dessin le truc qui m'a plus dans la photo. Ça peut être quelque chose, encore une fois, de très suggéré, un état, une humeur, une ambiance, mais je cherche pas à coller au dessin. Et si bien que souvent la photo que je prends est mon dessin final. Si je te dis pas que c'est la photo qui a inspiré mon dessin, tu le retrouveras pas, même sur des portraits, parce que j'ai pas cette formation académique et qu'en plus c'est pas ce qui m'intéresse quand je dessine. Je cherche pas à me dire il faut que le nez il soit comme ça, il faut que l'œil il soit comme ça. Je veux juste choper ce qui moi m'a touché dans cette photo ou m'a interpellé, tu vois. Aller à l'essentiel un petit peu. Aller à l'essentiel. Mais c'est pas du tout du réalisme. J'aimerais savoir faire ça parce que je trouve que c'est un talent dingue, tu vois. Tu regardes une photo ou même un modèle vivant et tu arrives à retranscrire la position, je trouve que c'est un truc de fou, mais il va me falloir des années pour arriver à ce truc-là. Et comme c'est pas vraiment ma démarche, je pense que je tendrai jamais vers la perfection du dessin parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Aller à l'essentiel de... Exactement. Je suis plus sur les ambiances, les sensations. Et je pense que les gens qui viennent me voir pour mon travail, tout le monde me parle à chaque fois de la poésie, tu vois, même si c'est vrai que j'en tartine beaucoup sur mes tatous et dans le descriptif, tu vois, mais je pense que même l'image, elle reflète ça. Elle est jamais parfaite, tu vois. Mes dessins, ils sont jamais parfaits, j'en ai très conscience, mais ça me dérange pas trop, tu vois. Les accidents de dessin ou... je sais pas, je trouve que ça dit des choses aussi, ça raconte des choses, quoi. D'accord. Est-ce que ça t'arrive de marcher quelque part, dans la rue, dans un jardin, et de voir quelque chose qui va t'attirer aussi dans la réalité? Dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends une photo? Est-ce que tu essaies de faire un croquis sur place? Jamais. Ou non, t'es pas très croquis? Mais encore une fois, tu sais, j'ai pas de formation académique, donc moi je suis rentrée dans le dessin en mode allons-y, tu vois. Donc j'ai pas eu ça. Là, je le fais davantage maintenant. Parce que du coup, comme tu me parlais d'aller à l'essentiel, le travail du croquis, c'est justement aller à l'essentiel. Bien sûr, il fonctionne très bien pour ça. Ce que tu vois, c'est vrai. Ce qui a capté ton attention.
C'est pour ça que je me demandais si c'était quelque chose que tu pratiquais ou pas pour Je le fais, tes je le fais parfois, surtout quand je vais faire des portraits, ce genre de choses, pour justement capter, comme tu disais, un peu les traits principaux et tout. Mais dans la vraie vie, non, ce serait mentir que de dire je m'arrête, je sors mon carnet et je fais un croquis, jamais de la vie. Mais je photographie aussi dans ma tête beaucoup. Ouais. Et dans l'idée où je ne veux pas reproduire quelque chose de réaliste non plus, l'image mentale que je vais m'en faire et le souvenir qui va rester, ça va être ça l'huile essentielle en fait si j'en fais un dessin ou une poésie, c'est ça qui va rester quoi. Mais l'image réaliste en soi, oui, je vais la garder dans mon album de photos parce qu'elle me fait plaisir, mais je vais pas forcément la ressortir pour la dessiner, tu vois. C'est plus, je me fais une petite banque à l'intérieur de la tête et après je vais piocher, tu vois. Donc ce qui t'intéresse, c'est un petit peu de retranscrire par ton prisme des sensations, des perceptions et essayer de les traduire Exactement. sur papier ou pas d'ailleurs. Est-ce que tu travailles sur papier ou est-ce que tu travailles sur tablette ou comment... J'ai essentiellement du papier. Ok. Là récemment j'ai acheté une tablette parce que je fais des guests et que voilà, ça fait beaucoup de matériel à trimballer et tout. Et que l'avantage de la tablette, c'est que tu peux faire des modifs assez facilement si sur le moment tu as des choses à modifier. Mais j'aime pas trop la tablette en vrai. D'accord. Je trouve que c'est un outil génial, mais je préfère... et c'est pas du tout dans l'idée de le papier, c'est authentique, c'est machin. Ça, c'est pas trop mon idée, mais je sais pas, j'aime les crayons, j'adore les renifler aussi, tu vois. J'aime l'odeur du bois, j'aime le toucher du papier. Là, j'ai appris récemment qu'ils avaient fabriqué une espèce de film que tu mets sur ta tablette pour avoir le ressenti du papier. Ah ouais. Mais c'est un truc que j'achèterai jamais, tu vois. Je préfère avoir effectivement du vrai papier. Et pourtant, j'utilise pas un papier spécifique. Je prends ce que j'ai à la maison, ce que je trouve sur mon chemin, mais t'as pas envie de leurrer tes sens et de remplacer, de faire un faux semblant. Ouais. Et puis j'aime bien l'idée qu'à la fin de ton dessin, t'as un objet final quand même. Ouais. T'as un truc fini. La tablette, bon bah voilà, tu peux l'imprimer, tu peux l'éditer, mais t'as pas ce truc-là et t'auras. Enfin moi, en tout cas, à mon niveau de compétence avec la tablette, je peux pas retrouver ce même truc qu'il y a dans le papier, quoi, ce petit grain. Ça j'aime. Et alors moi, je suis une grande découpeuse aussi. Moi, je suis Miss Ciseaux, tu vois. Mes dessins, quand j'ai commencé à apprendre à dessiner, quand je faisais un élément, comme j'avais peur de le gâcher en rajoutant un truc que je maîtrisais pas, je prenais ce dessin, je découpais autour, je le mettais d'un côté. Je dessinais un deuxième élément, je le découpais, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire, tu sais, les ombres portées dans mes tatous. Ok. Parce qu'au final, je prenais tous les éléments que j'avais bien réussi selon moi, et je les assemblais, tu vois, je faisais un petit montage papier. Et là, il y a les ombres qui sont apparues, et c'est avec Nico, on s'est dit, mais ce serait cool de le rajouter, parce qu'en fait, ça donne aussi, dans le rendu final, la démarche manuelle et artisanale du dessin, tu vois. Ouais. Donc c'est de là que c'est venu, ce truc-là. Donc comme je découpe tout, moi sur la tablette je peux pas découper, donc je suis embêtée. Mais parfois je vais m'en servir par contre comme Photoshop, tu vois. J'ai fait un élément, j'en ai fait un deuxième, et puis en fait la taille, elle aurait été bien un peu plus grande, ou peut-être que la couleur n'était pas bien choisie, donc je peux modifier ça par la tablette. D'accord. Souvent j'ai le travail papier, et en amont j'ai un petit traitement très léger, parce que je suis pas non plus une grande compétente en la matière, mais voilà, pour corriger des choses sur la tablette, je le fais aussi. Après coup, quand tu as le regard qui s'est aiguisé. Voilà. D'accord. Mais c'est pas un outil principal du tout. D'accord. Parce que justement, j'allais te demander quel était ton rapport au numérique et à la vitrine que sont les réseaux, Internet. Donc autant le travail artisanal ou du moins créatif par le numérique, et aussi sa présentation. Quel est ton rapport à ça? Comment tu te positionnes? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu es à l'aise ou pas? Est-ce que tu trouves que ça retranscrit qui tu es et ce que tu fais? Est-ce que tu arrives à le faire ou pas? Je ne sais pas si ça retranscrit qui je suis. Je parle des réseaux sociaux pour le coup, je pense que par contre, les gens qui viennent vers moi pour mon travail, vraiment, ils ont quand même compris quelque chose de moi. Donc je pense que c'est grâce aux réseaux sociaux et à ce que je mets dans mes dessins, mais il y a quand même une bonne connexion, une bonne énergie entre les gens que je reçois au salon, parce que, voilà, comme je dis toujours, ton travail il va attirer des gens qui résonnent en toi, enfin qui résonnent avec toi plutôt. Et du coup, je pense que les réseaux sociaux, pour ça, sont un véhicule vraiment extraordinaire pour montrer au monde ce que tu fais. Maintenant, c'est aussi à double tranchant parce qu'évidemment, il y a énormément de gens sur ces réseaux et que pour que ça fonctionne, il faut les entretenir vraiment.
Donc moi, c'est pas ma passion, les réseaux sociaux. J'aime bien, hein, je crache pas du tout dessus, mais c'est pas un truc que je vais faire en permanence. Je peux être pendant 2 semaines à publier un post par jour et après, pendant 2 mois, tu vois, plus rien parce que c'est pas mon truc, quoi. Et c'est comme, tu sais, on entend qu'il faut publier à telle heure, vers 18h, 18h30, il faut être quand même assez organisé pour gérer les réseaux sociaux. Et moi, je publie un dessin quand je l'ai fini, quoi. Ouais. Pareil, mon tatou, une fois que je l'ai fini, je le mets sur les réseaux, mais s'il est 3h du matin, 9h, 8h, qu'on soit dimanche, le mois de mai ou en 2020, j'en ai aucune... ça n'a aucune importance, quoi. Et j'ai pas la notion du temps, j'ai une dysfonction exécutive, donc c'est pas un problème, hein, puisque je m'en fous. Je m'en fiche, tu vois, de savoir quel jour on est, j'ai pas de montre, j'ai jamais eu de montre, tu vois. Bon, j'ai mon agenda, je suis obligée, avec le travail que je fais, il faut bien que je gère mes rendez-vous, mais je vais pas me mettre la pression pour me dire, tiens, il faut publier à telle heure, parce que sinon les gens ne verront pas, non. Voient qui voient, et puis... parce que sinon ça te rajoute une pression qui est extrêmement forte, puisque tu perçois très mal le temps, ouais. Si j'ai bien compris. Et absolument. Du coup, tu te retrouves à devoir faire attention tout le temps, sinon... J'y arrive pas, c'est une source de stress. Et puis en plus, même dans mon travail, même si aujourd'hui le tatou c'est quelque chose qui est très mis en avant sur les réseaux sociaux, moi je cours pas vraiment après ça en fait. C'est pas parce que j'ai tant de followers ou que j'ai eu que tant de likes ou une fois plus. C'est pas grave en fait. En fait, je pense toujours à Kofi, qui est tatoueur aussi, à Liège, à l'usine. Kofi 2000. Kofi 2000 qui me dit depuis longtemps, et je trouve que c'est vraiment lui qui a raison, et je répète souvent cette phrase, il me dit toujours qu'un tatou, ça doit plaire à 2 personnes. Ça doit plaire à la personne qui le porte, bien sûr, et ça doit plaire à la personne qui le fait. Et après, voilà, après c'est juste du plus, quoi, d'avoir 300 likes sur un tatou ou 40, vraiment ça me touche pas. Ça fait plaisir d'avoir plein de likes, mais pour moi ça donne pas la valeur du tatou. Et bien souvent, il y a des tatous en tant que tatoueur que tu vas adorer avoir fait, et vraiment tu te dis là, ça y est, on touche un truc qui est vraiment dans ma démarche, qui va faire un flop sur les réseaux. Et à l'inverse, tu vas en faire un plus facile. Je pense à tout ce qui est fleurs en aquarelle, par exemple, qui a été une grande mode et que je fais beaucoup aussi, j'adore faire ça. Mais c'est pas du tout l'essentiel de mon travail en vrai. Et pourtant, je le présente beaucoup parce qu'on m'en demande beaucoup. Et que j'aime faire ça aussi, mais c'est ce qui va vraiment éclater les scores en termes de likes, mais c'est pas ce qui me touche le plus, moi, tu vois, à faire. Donc c'est marrant, c'est vraiment une vitrine, c'est utile, ça nous fait travailler, mais ça ne dit rien, je trouve, de la valeur de ce que tu mets dans ton travail ou de la qualité de ton travail, et dans les deux sens d'ailleurs. D'un point de vue extérieur, à ta pratique, parce que forcément je ne suis pas toi, donc voilà, je trouvais qu'il était à ta pratique, donc à toi, Louch, mais aussi de manière générale aux artistes, artisans, créateurs que je peux suivre, je trouve extrêmement difficile de comprendre s'il y a une démarche derrière ou pas, quelle est-elle, quels sont les projets qui les font vraiment vibrer, quels sont ceux qui les font moins vibrer, est-ce qu'il y a déjà une sélection qui a été faite ou pas dans la présentation de ce qu'ils font, il y a des gens qui sélectionnent, d'autres pas, et c'est pour ça que c'est des questions que je me pose, et parce que comme j'ai connu ton travail aussi grâce au réseau, je pense que j'ai dû voir ton travail sur Facebook, fort probablement. Certainement, par rebond avec Nico, peut-être. Ouais, c'est pas impossible. Et en tout cas, moi, forcément, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, puisque j'ai aussi un très fort attrait avec les mots. Donc voilà. Mais maintenant, c'est quelque chose qui est assez omniprésent. Je pense qu'il est difficile, du moins d'un point de vue extérieur, d'imaginer pouvoir vivre de ce métier sans avoir de réseaux sociaux, ne serait-ce que pour qu'on te trouve, puisque maintenant c'est une grande partie de la population qui va avoir le réflexe de chercher sur internet pour trouver un tatoueur quelconque, ou alors après qui va faire ses recherches plus approfondies sur Instagram ou Facebook. Mais et je trouve, ayant un rapport très conflictuel au réseau, personnellement, je trouve extrêmement intéressant d'avoir les points de vue, des points de vue différents et des perceptions différentes de tout ça, parce que je me reconnais pas mal dans ce que tu dis au niveau de la gestion du temps et du stress que ça engendre, alors que quand tu fais les choses spontanément, elles sonnent plus vraies et sont peut-être plus intéressantes
J'ai cette sensation-là. Elle coule en fait. Ouais, c'est ça, quand tu coule. te prends plus la tête finalement, bah, ça passe beaucoup mieux. Bien sûr. Et pour en revenir au découpage, est-ce que tu utilises un papier en particulier? Est-ce que c'est un choix ou pas du tout? Est-ce que tu prends ce qu'il y a sous les mains? Moi, je suis la tatoueuse la plus à l'arrache sur le top de la création. Et encore une fois, c'est mon héritage aussi d'enfance, où j'ai grandi dans une famille modeste et où on faisait avec ce qu'on avait, tu vois. Donc tu prends le papier qui est là, tu prends les ciseaux qui sont là. Alors après, de plus en plus, tu as des choix, tu as des préférences. Et puis voilà, cette époque est révolue, tu vois. Donc je peux maintenant avoir du matériel qui est plus adapté. Mais en vrai, j'aime bien l'instant, pour de vrai, tu vois. Donc si c'est ce papier-là, bah, c'est ce papier-là. Si c'est ce crayon-là, c'est ce crayon-là. Et puis, par rapport à ce que je pense de ma pratique, c'est que j'ai pas les connaissances académiques, j'ai pas ce truc-là qu'ont des vrais dessinateurs, qui soient tatoueurs ou pas d'ailleurs. À tel point, c'est tellement poussé que oui, il te faut ce crayon-là, il te faut ce papier-là pour avoir tel rendu. Moi, à mon niveau, en avant, quoi, tu vois, on prend le papier qui est là et j'apprécie tout autant que de travailler sur un beau papier, mais j'ai pas cette exigence-là parce que je pense que c'est pas non plus mon niveau, tu vois, de travail, quoi. Sans dire que mon niveau est pourri ou, tu vois, me déprécier, mais je pense que clairement, un aquarelliste, il va avoir besoin de tel papier pour machin. Moi, je fais de l'aquarelle sur du papier très classique aquarelle et puis le lendemain, ça va être un autre papier et puis c'est très bien, tu vois. Okay. C'est très bien. Puis j'aime bien les petits accidents aussi, les trucs qui sont pas vraiment faits pour être ensemble. Et puis la rencontre de tel papier avec telle peinture, bah, c'était pas fait pour, mais ça va donner autre chose, tu vois. J'aime bien ce genre de truc. J'aime bien. Je suis pas J'adore les outils, mais je suis pas toquée pour moi-même du matériel, tu vois. Okay. Je suis pas. C'est pas un fondamental dans ton travail, ou alors justement le fait de ne pas avoir une base invariable fait partie intégrante de cette démarche. C'est plutôt aussi, ça, C'est plutôt ça. Parce que même encore aujourd'hui, je suis dans l'expérimentation aussi du dessin et de tout ça, et que si je pars, c'est vraiment une question que je me suis jamais posée pour être très honnête, mais si je pars tout de suite sur il me faut tel matériel, tel truc, tel machin, j'ai l'impression aussi de me fermer des expériences, tu vois. Ouais. Là, je suis vraiment dans l'exploration. Je fais avec ce qu'il y a, avec ce que je vais trouver. Je vais aller dans un magasin de matériel créatif, artistique. Je vais acheter ce qui va me plaire sur le moment et puis je vais le tester, tu vois. Mais ce qui va te faire envie. Ce qui va me faire envie. Mais encore une fois, moi, le dessin, c'est pas mon truc premier, tu vois. C'est vraiment les textes, donc peu m'importe. En vrai, peu m'importe le matériel. C'est pas très grave, quoi. Est-ce que quand tu dessines, tu travailles d'abord au crayon de papier, puis avec de l'encre? Ouais, toujours. Ok. Toujours. T'es pas forcément sur un travail du trait spontané, ou alors tu te bases sur ce que tu as déjà fait? Ouais, c'est ça. Je vais avoir des choses que j'ai commencé à esquisser à la maison, parce que je fais souvent quand même des choses chez moi. J'aime bien dessiner chez moi. Mais je fais toujours le crayon de papier à l'avance. À moins de faire de l'aquarelle, là où je me sens plus libre dans l'aquarelle. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien tatouer de l'aquarelle, parce que je trouve qu'il y a un côté, je sais pas, hyper magique, quoi. Peut-être parce que ça me correspond, je sais pas, mais je trouve que c'est facile de faire de l'aquarelle. Dans ce que je fais, dans des fois, je te parle pas de faire des trucs, des positions de corps, etc. Mais quand je vais faire du floral, il y a un côté hyper libre et la tâche, si elle est un peu à côté, bah, c'est cool en fait, tu vois. Comme au moment de le tatouer, c'est pareil, tu vois, si elle est un peu différente, il y a des accidents, des aléatoires, des aléas qui rendent la chose jolie aussi, tu vois. Mais en dehors de l'aquarelle, oui, je vais travailler au crayon de papier avant. Et encore une fois, parce que j'ai défriché le dessin en rentrant dans le tatou. Donc je tâtonne encore. Là, ça va mieux, bien sûr. J'ai appris un peu plus depuis, mais j'ai avancé comme ça, quoi. Tu vois, petit à petit. D'accord. Donc j'imagine qu'au niveau du matériel, stylo, encre ou quoi, pareil, tu te prends pas trop la tête sur ce que tu utilises. Absolument tu pas. prends ce que tu aimes sur le moment. Ouais, ou ce qu'il y a quand je suis là, tu vois. Ouais. Je fais des guests beaucoup, donc je travaille dans plein de boutiques. Bah, si je dois faire un dessin, alors j'ai toujours un peu de choses sur moi, tu vois, mais c'est très très rudimentaire. Je vais avoir 3 crayons, une gomme, un taille-crayon et en avant, quoi. Donc bah, voilà, parfois je me sers du matériel qui est là aussi. Du coup, je découvre aussi d'autres choses que peut-être j'aurais jamais découvert si j'étais restée sur ma formule magique, tu vois, qui génère d'autres aléas.
J'aime bien me dire que ça t'emmène toujours quelque part. Donc j'aime bien me laisser faire un peu par la vie, tu vois. Ok. Je me demandais par rapport au texte que tu peux écrire et aux mots, puisqu'on est encore dans tout ce qui est dessin, etc. Est-ce que tu as des choix de typographie en particulier? Parce que j'ai l'impression, en voyant ton travail, qu'il y a quand même une typographie assez redondante. Absolument. Est-ce que c'est une typographie que tu as générée, du moins fabriquée? Est-ce que c'est quelque chose qui existait déjà et que tu as un peu retravaillé? Comment ça s'est fait et pourquoi le choix s'est porté sur cette typographie et pas une autre? Alors ça, c'est parce que, donc encore une fois, je suis rentrée dans le tatou par l'écriture et que du coup, j'avais envie d'intégrer des écritures dans les visuels. Et je voulais pas aller dans cette idée d'artisanat parce que j'aime beaucoup l'artisanat, donc j'étais très en lutte contre Photoshop pour moi-même, pas pour les autres, je m'en fiche, mais pour moi-même, je voulais pas l'utiliser parce que je voulais tout faire à la main. J'aime vraiment cette idée. Et donc l'idée de la police d'écriture, je voulais pas aller sur Dafonte pour chercher des polices que tout le monde peut trouver et la coller dans mes trucs, ça me correspondait pas. Et pourtant l'écriture que j'ai choisie, elle est assez classique, enfin, elle est un peu imprimerie, tu vois, etc. Mais en fait, je l'ai choisie parce que j'ai chiné une petite boîte en bois, toute petite boîte d'imprimeur, avec des petits tampons dedans, tu vois, les petites lettres qui sont sur des bâtons, là. Et j'adore les petits objets, je suis une fan de ça, les petits outils et tout. Donc j'ai chiné cette boîte et je me suis dit, en fait, c'est de ça qu'il faut que je me serve parce que c'est un vrai outil, même si c'est très petit, très, tu vois. Ça m'a rien coûté du tout, mais voilà, il y a encore ce côté, même pour faire les mots, il va falloir que je les fabrique avec mes petits tampons et je vais me servir de ça. Donc c'est venu de là. Et je me suis dit, c'est une des choses que j'ai dit à Nico quand je me suis mise au tatou. J'avais 2 objectifs. Le premier, c'était qu'on reconnaisse mon travail, pas par ego, mais en me disant, en fait, il y a tellement de tatoueurs aujourd'hui que je vais rien rajouter, quoi. Tu vois, je vais débarquer dans le monde du tatou. Si je fais la même chose que le voisin, à part voler le travail du voisin, je ne vais pas apporter grand-chose, quoi. Donc je voulais juste avoir une identité graphique, donc d'avoir la même police qui se répète. Je trouvais que c'était chouette là-dedans. Transmettre aussi de toi dans ce que tu fais. Exactement. Et le deuxième objectif, c'est de ne pas lui foutre la honte. Okay. Je voulais pas être la femme du tatoueur qui fait du tatou parce que c'est facile d'apprendre puisque tatoue à la maison, tu vois. Je voulais juste pas lui foutre la honte, quoi. Me dire que s'il se lance dans un apprentissage, comme il n'avait pas envie de le faire au départ, qu'il ne le regrette pas, en fait. Okay. Voilà, même si je suis partie dans d'autres directions et que nos travaux sont très différents. Mais voilà, c'était ça l'idée, quoi. D'accord. Bon, en tout cas, de mon point de vue, qui t'est connu par les réseaux, je ne sais plus du coup par qui, peut-être par Nico en tout cas, mais j'ai pas de souvenir. Ce n'est qu'en faisant mes recherches pour préparer nos entretiens que j'ai compris quel avait été le cheminement et à quel point vos chemins s'étaient croisés. Et oui. Alors que sinon, j'aurais pas du tout percuté, quoi. Je savais que vous étiez au même endroit, mais je vous pensais juste. Je connais pas l'histoire de vie. Ouais. C'est ça. Ben, sans Nico, je serais jamais devenue tatoueuse. J'aurais pas rencontré ce métier comme je l'ai rencontré avec lui, parce que Nico, c'est quelqu'un de passionné aussi. Ouais. Il mange tatou, il respire tatou, c'est vraiment quelque chose d'important dans sa vie. Donc en rentrant dans sa vie, j'ai été embarquée dans ce truc-là qui m'a aussi passionnée, en fait. Mais Nico m'a clairement offert la légitimité de tatouer, quoi. Et sans Nico, j'aurais certainement jamais fait la démarche de chercher un apprentissage parce qu'encore une fois, je dessinais pas, donc c'est absolument pas légitime, tu vois. C'est venu ensemble, quoi. Et ça a été l'évidence quand on a ouvert l'encrophage à Argelès de se dire, tiens, t'as toujours voulu apprendre, ça y est, maintenant il y a ta place. Parce que Nico aussi, je lui courais après pour qu'il m'apprenne, mais il n'avait pas sa boutique. Ouais. Donc c'est compliqué de prendre quelqu'un en apprentissage quand t'es pas chez toi non plus, d'imposer quelqu'un qui en plus est un nana, où il faut aussi, avec douceur, mais quand même il faut s'imposer parce que le côté facile, tu vois, le raccourci qui est fait entre elle est là parce qu'elle sort avec lui. Ouais. Je voulais pas cette place-là non plus, je voulais que tu sois être validée quand même, tu vois, légitime. Après, je me tracasse pas trop avec ça, puis plus maintenant, depuis longtemps, mais quand même, tu te dis, les gens vont forcément se poser la question et j'avais envie juste de prouver que si j'avais fait ce choix, c'est parce qu'il était vraiment réfléchi, c'est pas juste... Comme ça, par petite lubie, parce que exactement. Ton copain est tatoueur. Exactement. C'était un vrai coup, le tatouage, c'est un vrai coup de foudre pour moi, quoi. Donc, quand tu as rencontré Nico, en plus de Nico, tu as eu un coup de foudre pour le tatouage. Exactement, j'ai pris les deux en même temps. Deux pour le prix d'un. J'ai pris les deux en même temps. Oui, parce que j'ai eu la chance, parce que moi je suis clairement allée chez le tatoueur d'à côté.
J'ai pas fait de recherche quand je suis allée vers Nico, c'est parce que j'ai croisé un pote qui s'était fait tatouer par son collègue et j'ai dit mais t'as fait ça où? Il m'a dit ça à Franconville, à Street Tattoo. J'ai dit je vais y aller pour mon premier tatou, mais j'ai absolument pas cherché un tatoueur en particulier et j'avais aucune notion de ce qu'était le tatouage artistique, de tout ce qu'on pouvait faire, quoi. Donc j'ai poussé cette porte au hasard. La chance a fait que je suis tombée sur Nico et que du coup avec mon petit dessin que j'avais fait en bidouillant pour lui montrer à peu près ce que je voulais, il m'a sorti un truc 3 fois plus grand et je me suis dit waouh, on peut faire ça en tatou. Et tu étais quand même suffisamment ouverte pour que ça puisse se faire. Oui, forcément. Tu t'es pas dit non, je vais rester sur cette taille et ce truc. Non, j'ai fait confiance, il avait l'air de tellement voir le truc, je me suis dit ouais, j'ai affaire à quelqu'un qui connaît son sujet et qui a envie de le faire. Et ça aussi, ça a été un grand truc dans ma façon de travailler, c'est que tu te rends compte de la valeur de ton tatou quand ton tatoueur il est impliqué à ce point-là dans ce qu'il va te faire en fait. Le plaisir qu'a le tatoueur à te faire une pièce, et va forcément transpirer dans le résultat graphique en fait. Puis dans le plaisir de l'expérience aussi que tu en retires pour le tatou. Mais j'étais très impressionnée parce qu'on l'a fait en 10 heures en tout, en 2 séances. Moi c'était mon premier tatou donc j'avais évidemment toutes les questions de est-ce que je vais tenir la douleur, à quoi ça ressemble. Vais-je donc mourir aujourd'hui? Mais quel choix j'ai fait et tout. Mais ouais, ça a été un sacré truc. Et je suis rentrée bien sûr en disant que je ne ferais qu'un tatou. Et aujourd'hui je ne les compte même plus. J'en ai tout un paquet. Donc voilà. Je vois. Par rapport au... Alors j'ai plusieurs questions là qui me sont venues. Ouais. J'en ai une par rapport à l'amusement, à la surprise, au jeu. Et une... Trop de mémoire. Alors attends. Et voilà. Et une par rapport au branding. Alors dis-moi tout. Alors, est-ce que dans ton process créatif, tu arrives, en gardant ta patte, à ne pas t'ennuyer et à toujours t'amuser? Comment est-ce que tu fais? Est-ce que pour toi, se renouveler, c'est important ou pas? Est-ce que tu arrives à conserver ce plaisir enfantin presque, de dessiner, de bidouiller des trucs et de trouver ça trop bien quand tu le fais? Bien sûr, ouais. Ok. Ouais, heureusement d'ailleurs. Est-ce que tu as trouvé ça difficile à conserver? Est-ce que ça a été un combat pour toi ou pas du tout? Pas du tout un combat, moi c'est comme ça que je vis toute ma vie. Okay. C'est ma philosophie de vie, quoi. Je suis vraiment une hédoniste pour ça, quoi. Moi, le plaisir, prendre plaisir à faire les choses, et puis surtout dans le tatouage où tu as quand même un paramètre important à prendre en compte, c'est que tu vas tatouer quelqu'un. Donc si tu le fais dans la douleur, c'est compliqué. C'est aussi pour ça que je me permets de refuser certains projets, pas parce que j'aime pas ça ou parce que je me considère mieux que ça ou pas du tout. C'est qu'encore une fois, quand tu as une vraie implication et un vrai plaisir à faire les choses, eh bien, ça peut donner que quelque chose de bien pour la personne qui vient le vivre avec toi, qui vient s'acheter ce tatou, quoi. Et c'est régulièrement, quand on me propose un projet qui ne correspond pas, par exemple, il y a quelques jours, on m'a demandé de faire une faucheuse, tu vois, vraiment le personnage de la mort, etc. Avec sa capuche et sa faux, quoi. Et je lui ai juste répondu, c'est un super projet, mais moi, c'est pas du tout dans ma vibe, en fait. C'est pas du tout les sujets que j'aime traiter, pas parce que c'est nul, mais parce que j'ai une personnalité qui est tout l'inverse, quoi. J'aime la vie, j'aime représenter le soleil, la lumière, et même dans les choses tristes, parce que je fais beaucoup de choses mélancoliques, mais parce que c'est un rite de passage, tu vois, c'est un truc qu'on a besoin de digérer pour aller vers le mieux, et que je trouve que la mélancolie, c'est une émotion tellement belle, tellement douce, tu vois. Moi, la douceur, c'est mon truc aussi. Donc non, je conserve ce plaisir de fabriquer, de travailler. Je prends beaucoup de temps avec les gens. Je prends une personne par jour, pas plus, c'est très rare que je prenne plus. Parfois en guest, quand j'ai des petits tatous qui traînent, tu vois, je peux en faire 2 dans la journée, mais je prends le temps, tu vois. Avec les gens, quand ils arrivent, on boit un café déjà. On se parle un peu, on s'apprivoise un peu, parce que je vais quand même être amenée à les toucher. Il y a des sujets parfois un peu douloureux, en tout cas intimes. Donc j'aime bien prendre le temps de prendre soin de ce truc-là, qui est pareil, qui n'est pas palpable, mais qui est pourtant hyper présent dans une séance de tatou et dans un projet en général, quoi. Il y a des projets très légers, mais même dans les projets légers, si tu prends le temps d'écouter ça, tu te rends compte qu'il y a toujours quelque chose derrière. Ça va être ce que dit Nico aussi, ça va être le lien avec en fait ta grand-mère, avec qui tu as grandi, ça va être... qui va faire que ton idée de départ, elle va être beaucoup plus personnelle. Exactement, et en fait, qui est un sujet beaucoup plus sérieux au final, même si on le traite de manière légère. Et j'aime bien faire ça d'ailleurs, c'est-à-dire des trucs qui sont
grave, triste, sérieux, essayer de trouver juste la polarité positive pour avoir ce souvenir, mais essayer de trouver le levier pour que ça reste visuellement quelque chose d'agréable, quoi, et pas de lourd, et pas de... Donc la faucheuse, tu vois, ça fonctionnait pas pour moi, et donc je lui ai dit, va voir telle personne qui, elle, va travailler dans cette vibe-là, tu vois. Donc se renvoyer aussi comme ça des projets. Et je trouve que pour le client, c'est respectueux aussi de te dire, plutôt que moi de faire un projet qui va être un peu bancal parce que c'est pas ma vibe au final de ce genre de projet, je vais t'envoyer vers quelqu'un qui va avoir plaisir à le faire et qui est à fond dans ce sujet-là parce qu'en fait vous êtes fait pour vous rencontrer à ce moment-là. Donc ouais, du coup, les projets que je réalise, c'est que des projets qui me font envie. Et généralement, c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois, c'est que les personnes vont venir vers toi parce que tu rayonnes quelque chose. Telle ou telle émotion, telle ou telle façon d'envisager la vie. Et du coup, généralement, 90% des fois, le projet, on y va ensemble, quoi. Je refuse pas beaucoup de projets, mais... Comment est-ce que tu tries? Du coup, c'est vraiment ça, c'est à l'envie. Et en fonction de la demande aussi. Ouais, c'est suivant la formulation des gens, comment ils m'amènent leur sujet, aussi à quel stade ils en sont dans le fait d'avoir mûri le projet, pourquoi ils m'ont choisi aussi. Est-ce que c'est parce que j'ai tatoué leur cousine, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont ressenti dans mon travail quelque chose qui leur fait envie, qui les fait résonner. Je préfère, encore une fois, orienter la personne qui va venir vers moi parce que quelqu'un lui a dit que, mais qui n'est pas forcément en accord avec ce que je vais faire, tu vois. Donc, ouais. D'accord. Donc du coup, tu arrives toujours à trouver de l'amusement et de l'émerveillement un petit peu. Toujours. Moi, c'est toute ma vie, je te dis. Moi, tu vois, là, on est ici, on est dans un endroit où il y a des papillons, des grenouilles et des libellules. Moi, c'est bon, tu vois. Là, on est à la buvette pour boire un petit peu vu qu'il fait très chaud. On boit un petit jus. Oui, bien sûr, plaisir. Et c'est ça aussi qui fait que c'est un travail qui n'est pas lourd à porter, alors que c'est un travail qui demande beaucoup d'investissement. Puisque tu tatoues la journée, tu gères tes réseaux sociaux, tu gères tes mails, tu dessines le soir. Des fois, tu redessines, tu recommences ce que tu as fait. Tu gères aussi le service après-vente, entre guillemets, puisque les gens... Moi, je donne toujours mon contact... généralement, les gens l'ont quand ils viennent vers moi, mais ça arrive que c'est quelqu'un qui les a renvoyés. Donc, je donne mon contact pour faire le suivi de la cicatrisation. Si tu as des inquiétudes, voilà, les gens m'envoient des photos en cours de cica pour contrôler si tout va bien, rassurer et tout. Donc, ça prend énormément de temps. Donc, si tu n'as pas ce plaisir-là, je pense que si tu viens au tatou par curiosité ou parce que tu penses que c'est cool, je pense que tu ne peux pas être heureux dans le métier. Il faut vraiment avoir une vraie envie, une vraie tendresse pour la pratique et tout, pour tenir la route, parce que tu as le dos en vrac, tu es fatigué, ça demande beaucoup de concentration. Une vraie étincelle qui te permet de garder la ligne. Parce qu'en vrai, c'est un travail laborieux, quoi. Quand tu es 4 heures sur une peau que tu dois tendre, avec tout ce que les peaux ont de différent les unes entre les autres, il faut avoir envie, quoi, de se lever le matin pour en chier un peu, tu vois, physiquement. Ouais. Je me demandais aussi quel était donc ton rapport éventuellement au branding, à ce côté image de marque qu'il faut faire. Est-ce que ça t'est venu quand même plutôt naturellement? Est-ce que ça a été une vraie difficulté pour toi? Qu'est-ce que tu entends par branding? Le branding, du coup, c'est le côté image de marque dont on parlait un petit peu tout à l'heure. Le côté, il faut qu'on reconnaisse ma patte. Est-ce que tu as l'impression que ton travail est fait pour qu'on reconnaisse ta patte, ou est-ce que c'est plus toi qui vas un peu sortir de tes tripes et finalement on te reconnaît parce que tu mets de tes tripes? C'est que ça, parce que quand je construis un dessin, je me dis jamais il faut que ce soit du louch, quoi. Et d'ailleurs, il y a des travaux qui sont différents. Je n'utilise pas toujours le fameux papier découpé. C'est des trucs qui ne reviennent pas non plus dans tous mes dessins. Et j'ai un côté très naïf, illustratif, presque enfantin, très coloré, très dessin, oui, naïf. Et j'ai un côté plus mélancolique où je vais faire beaucoup de portraits de femmes, des choses comme ça, plus des portraits, tout noir et gris, tu vois. Pour moi, j'ai l'impression d'avoir deux pôles dans mon travail. Mais les deux, je pense qu'on reconnaît les deux, je crois, tu vois. J'ai l'impression. Oui. En tout cas, moi, quand je fais un dessin, je me dis pas qu'il faut que ce soit du louch, il faut que je m'en fous. Je pense que si tu le fais vraiment dans les bonnes conditions et que
En fait, je dessine jamais par contrainte, c'est ça aussi. Je me dis jamais, tiens, il faut que je dessine. Je dessine toujours à l'avance, les trucs. Sauf quand je fais du freehand, mais j'en fais peu parce que, pareil, l'assurance du dessin, elle est venue petit à petit. Donc, faire du freehand, c'est impressionnant quand t'es pas forcément toujours sûr de tes traits. Mais sinon, je dessine à l'avance parce que j'aime bien envoyer les dessins avant aux gens pour savoir si on a tapé dans le mille. Bien sûr, on peut faire des modifs le jour J et tout, mais j'aime bien gérer ça avant parce que j'ai pas envie que les gens se sentent oppressés le jour du tatou, à pas oser dire non, à pas avoir eu le temps de réfléchir. Voilà, j'aime bien que quand on arrive, les choses sont posées et on n'a plus qu'à se rencontrer pour de vrai et à s'occuper de la douleur, de la technique et c'est tout, quoi. Donc je dessine beaucoup à l'avance, ce qui me permet de ne pas être dans un truc de demain j'ai un tatou, il faut que je dessine un truc là, tu vois. Et sauf qu'il y a des fois, t'as pas envie. Moi j'aime bien l'improviste, j'aime bien quand je croise un copain ou une copine aller boire un verre, j'aime bien ne pas, justement dans cette idée d'agenda pas très géré dans ma vie en dehors du tatou. Je laisse faire, donc il faut que je prépare un peu à l'avance pour ça. Donc je dessine rarement dans la contrainte, vraiment très rarement. Et les fois où ça m'arrive, c'est des tatouages qui se font pas en fait. Ok. Souvent. Parce que je le sens pas trop, parce que j'ai pas envie justement de faire du louch, tu vois. De me dire la personne est venue parce qu'elle aime mon travail, mais au final la résonance entre personnalités, elle se fait pas. Et je trouve que le tatouage, c'est pas anodin comme acte, tu vois. Même si maintenant on est très tatoué, moi j'ai désacralisé le truc, mais les personnes qui viennent à nous, c'est pas toujours le cas, tu vois. Donc, mais chacun a son rapport au tatouage, chacun avec a son différents rapport degrés. Au tatouage. Exactement. Et ça se respecte, tu vois. Donc je vais pas travailler pour travailler, quoi. Et financièrement, j'ai pas forcément intérêt à le faire parce que des fois je refuse des projets où on arrête. C'est très très rare. C'est vraiment des cas très rares. Mais si on arrête le projet avant de faire le tatou, c'est parce que je me dis que ouais, je vais marquer quelqu'un pour toujours. Est-ce que l'expérience aura été une bonne chose? Est-ce que ça va rester un bon souvenir au-delà du résultat graphique? Si je le sens pas, je trouve qu'il faut pas le faire. D'accord. Parce que l'expérience du tatou, pour moi, elle est plus importante que le dessin final dans mon travail. Encore une fois, parce que je suis pas une dessinatrice académique, etc. Donc c'est bien qu'il y ait autre chose aussi. Et souvent, j'ai des clients très fidèles, au final, qui reviennent beaucoup parce que je pense qu'ils viennent chercher surtout ce truc-là, quoi. Le petit truc un peu magique, un peu presque pas trop descriptible, quoi. De la rencontre, de l'échange. Et pour moi, ça, c'est plus important que le tatou. Tu vois, je porte des tatouages qui sont techniquement très, très bien réalisés, mais qui ont été faits par des personnes avec qui le courant n'est pas forcément très passé. Et du coup, je les aime moins, tu vois. Je les déteste pas du tout, c'est des beaux tatous, mais j'ai pas d'attache. Et j'en ai d'autres qui sont moins bien faits techniquement, mais où il y a eu vraiment un truc, tu vois, un vrai moment partagé, c'est vraiment de la collection de cœur, tu vois. J'ai des tatouages de Kofi, bon pour le coup techniquement il n'y a absolument rien à dire, c'est pas une bonne illustration, mais j'y suis hyper attachée parce que Kofi c'est quelqu'un que j'aime énormément, tu vois. Humainement, c'est un très grand ami. Donc c'est des tatouages de cœur, quoi. Il aurait pu me tatouer n'importe lequel de son book, presque je m'en fous, tu vois. J'ai choisi cela, mais en vrai, ça aurait pu être celui d'à côté, c'était pareil, quoi. C'est ton ami avant d'être le tatoueur Kofi. Et c'est ça qui fait la marque, en fait. Et c'est ce qui reste, je trouve, quand tu es habitué à voir ton tatou, que tu le connais par cœur et que tu n'es plus, comme on dit ici, espanté par l'image, tu vois. Ce qui ressort, c'est lui l'essentiel, en fait. C'est le moment que tu as partagé, quoi. Oui, et puis au-delà même d'être ami avec un tatoueur, ce qui n'est pas forcément le cas du commun des mortels, c'est aussi essayer d'être sensible à ses propres ressentis et ce que renvoie la personne à qui l'on s'adresse. Et si vraiment on se sent trop mal à l'aise, éventuellement se tourner vers quelqu'un d'autre. Parce qu'on a aussi le droit de faire ça avant de s'engager. Bien sûr. Pour prendre rendez-vous, parce que ça peut être parfois très impressionnant et comprendre les codes, entre guillemets, qu'il peut y avoir de bienséance et de respect auprès du tatoueur ou de la tatoueuse sont pas forcément toujours évidents à saisir. Bien sûr. Puis on travaille tous de manière différente en plus. C'est ça. Moi j'ai des gens qui s'excusent de me contacter par MSN. Par MSN, putain, je suis trop vieille. À l'ancienne. Par Messenger. Qui me disent je suis désolée, j'ai pas trouvé ton mail et tout. Et moi ça me fait rire parce que je me dis je m'en fous, moi tu me contactes par Instagram, par mail, par message, en fait. Tu me contactes. N'importe. Mais après, je pense que c'est aussi des problèmes de tatoueurs qui ont énormément de demandes, ce qui n'est pas mon cas non plus. J'ai de la demande, mais je ne suis pas submergée. Et puis, je considère que
Un mail ou un message instantané, tu y réponds quand tu veux en fait, tu vois. C'est pas parce qu'on te l'envoie maintenant que tu es obligé de répondre tout de suite. Ouais. Je donne jamais mon numéro de téléphone, par contre. D'accord. J'aime pas le téléphone. Okay. Enfin, je parle aux personnes que je connais pas, quoi. J'aime pas le téléphone et justement, j'ai pas envie que le tatouage envahisse non plus trop ma maison. Ta sphère privée. Ma famille, voilà. J'ai un petit garçon avec Nico. Donc son papa tatoueur, sa maman tatoueuse, ça prend beaucoup de place. On fait des conventions, on fait des guests. Donc j'aime bien qu'on m'appelle pas quand je suis chez moi pour le tatou. Histoire de faire un peu le tri entre les choses, quoi. Que chaque chose reste à sa place quand même. Mais ouais, non, les messages, ça me fait rire, quoi. Ça veut dire qu'il y a des tatoueurs qui veulent pas qu'on les contacte comme ça. Et je l'entends, si tu as beaucoup de messages, je comprends que ça peut être envahissant, quoi. Mais moi, c'est pas mon cas, donc on peut m'écrire. D'accord. C'est pas un souci. D'accord. Ça me dérange pas. J'ai un trou encore une fois. Je me suis grave laissée emporter par la vibe de la discussion. J'étais là, ouais, carrément. Parce que je voulais Ah oui, bah c'est ça. Je voulais te demander quel était ton rapport à la peau et à la co-création. Du coup, parce qu'au-delà de la surface de la peau, est-ce que déjà c'est une surface qui fait écho et qui fait sens pour toi? Bien sûr. Comme texture, comme juste en tant que matière, comme support. Mais parce que derrière la peau, à moins de tatouer des cadavres, des fruits ou autres, en général, il y a un humain vivant Absolument. et conscient derrière, et avec qui il faut travailler justement sur le projet. Comment est-ce que tu gères ce rapport de co-création et cette surface par rapport à ton travail? Alors, c'était un grand pendant de mon apprentissage, la peau, parce que moi, je viens du social. Ouais. J'ai l'habitude de soigner les gens et pas de leur faire mal. Donc les premiers temps, tatouer, faire mal à quelqu'un, c'était une torture. Mais vraiment, j'ai dû apprendre à accepter que les gens venaient là de leur propre chef. J'étais pas un tortionnaire qui leur fait du mal volontairement, c'est consentant. Mais mine de rien, je me rends compte aujourd'hui que la manière dont j'ai appris en ayant ça en tête, en ayant la peur de faire plus mal que de raison, et j'ai appris à aménager ma façon de tatouer pour que ça fasse le moins mal possible. Et en fait, à chaque tatou, je pense toujours à me dire, est-ce qu'il y a un moyen d'organisation en termes d'étapes, comment dire, même géographiquement parlant sur la peau, dans quel sens tu vas travailler et tout, pour minimiser cette douleur. Donc en fait, la plupart des tatoueurs travaillent en contour puis remplissage. Moi, je travaille par zone et je remonte. Je fais une zone, je la finis, la suite, etc., etc. Comme ça, ce qui a été ouvert n'est plus à retravailler et du coup, on ne retape pas dans une peau douloureuse. Donc ça, c'est des choses qui sont devenues du coup dans ma pratique essentielles et qui viennent de cette peur-là de faire mal à l'autre, quoi. Et est-ce que tu as eu des bons retours du coup par rapport à ça Ouais, des personnes? retour, j'ai plein de gens qui dorment quand je les tatoue. Mais le nombre de personnes qui dorment, c'est hallucinant, quoi. Sur des grandes pièces, je parle, tu vois. Et qui me disent toujours, non mais moi je m'endormirai pas. Et au final, au bout d'une heure, ça ronfle, tu vois, parce que... ouais, je pense que c'est ressenti aussi, ça. Je crois beaucoup à ça, sans parler encore une fois de spiritualité ou de mysticisme, mais de l'énergie que tu vas mettre dedans, de l'intention, la manière dont tu accueilles les gens, dont tu leur fais comprendre qu'ils sont bienvenus, que tu as du temps pour eux. Quand je dis aux gens, je prends une personne par jour, souvent la réaction c'est « ah bon ?» Tu vois, ça surprend, mais parce que j'ai vraiment... Je me dis, le tatou, s'il doit durer 4 heures parce que la personne elle a besoin de faire des pauses, parce qu'on est sur quelqu'un de plus fragile, de plus sensible, on va prendre le temps et on va pas se presser parce qu'il y a quelqu'un qui arrive à 16 heures et qu'il faut enchaîner les tatous. Tu vois, moi, je peux pas travailler comme ça, c'est sûr. Si j'avais dû travailler comme ça, je ferais pas ce métier. D'accord. Ça me ferait... Souffrir, c'est un grand mot, mais ça viendrait choquer, en plus de ma notion du temps qui est très aléatoire. Ça viendrait brusquer ce que je trouve de plus sacré dans le tatou, quoi. Là, personne vient s'offrir un moment pour elle, dans lequel elle va sacrifier un peu de ses sensations, tu vois, un peu d'argent. C'est beaucoup d'implications pour la personne qui se fait tatouer, donc je trouve qu'il faut... Émotionnellement aussi. Émotionnellement, bien sûr. Toute la peur qu'il peut y avoir avant, l'angoisse, la préparation d'un voyage quand on a le profil à aller chercher un tatoueur en particulier, donc à voyager pour aller le chercher, poser des jours de congé, réfléchir à son projet, faire la route, prendre un Airbnb ou un hôtel, économiser, tout ça, c'est un truc qui
pour nous devient banal dans le tatou parce que c'est le quotidien finalement, mais en vrai pour chaque personne c'est une aventure quoi. Donc moi je remercie ça, tu vois, je trouve que c'est sacré, il faut en prendre soin. Donc ouais, que ce soit ça ou pour la question de la douleur et de la peau. Mais ça m'a posé problème dans mon apprentissage parce que du coup je piquais pas assez, je piquais pas assez fort. Moi j'ai jamais fusé un tatou quoi, c'est un truc qui m'est jamais arrivé parce que justement j'appuie pas, je suis très en légèreté tu vois sur la peau. Donc au début j'avais des retouches à fond parce que les traits étaient pas dedans quoi. Donc au final ma réflexion ça a été de me dire oui, tu fais attention à pas faire mal, mais en fait tu fais mal 2 fois parce que tu y reviens quoi. Et pour les gens qui peuvent revenir aussi, parce que quand tu tatoues des gens qui ont fait 1000 km, il y en a plein qui font pas leurs retouches et c'est comme ça. Donc il y a certainement aussi plein de tatous louches dans la nature qui sont pas encore tout à fait finis, tu vois. Ouais. Mais j'ai retapé il y a pas longtemps dans un guest à Bordeaux chez Baron Noir. Une demoiselle que j'avais tatouée qui devait être mon 3e tatou, quelque chose comme ça. Et puis comme j'avais pas trop conscience du truc, j'avais évidemment fait un gros truc sur la cuisse, tu vois. Et des traits à la 3, en cercle, en trait droit et long, etc. Donc totalement casse-gueule pour un tatoueur qui apprend, quoi. Donc le tatou très imparfait. Et elle m'a contactée pour des retouches, en me demandant combien j'allais lui prendre. Puisque ça faisait un petit moment. Je lui ai dit, mais il n'y a pas de... Moi, que ce soit dans 1 an, dans 6 ans, enfin je veux dire, j'ai fait ça, je vais jusqu'au bout, même si tu reviens dans 10 ans, on en fera quelque chose. Donc je lui dis évidemment, je ne te ferai pas payer. Et puis surtout, on va refaire tout. Maintenant que je sais faire des traits à la 3, je vais te faire des beaux traits à la 3. Et on a tout retapé, quoi. Et j'étais super contente de me dire, voilà, elle m'a fait suffisamment confiance pour revenir aussi, tu vois. Ouais. Et j'ai réparé ce que j'ai fait avant, qui était très incertain, qui était très pas assuré, quoi. Et là, voilà, maintenant elle a un super tatou, j'en suis trop contente, tu vois, de cette réparation-là, quoi. Pour réparer ses bêtises. Oui. Non mais c'est chouette aussi que tu puisses être toujours contente d'une de tes premières pièces. Ah, j'ai pas honte du tout. Même pour la valeur émotionnelle que ça a au niveau première pièce qui peut être hyper impressionnant quand tu tatoues. Et te dire t'as quand même fait de ton mieux. Donc tu restes malgré tout satisfaite d'avoir fait de ton mieux à ce moment-là. Exactement. Et d'y revenir après avec plus d'assurance et peut-être un peu de tendresse pour la louche qui a débuté. Mais totalement. J'ai une nana aussi qui avait un des premiers tatous que j'ai fait, un petit cactus là sur la cuisse aussi. Et il a des imperfections, voilà, il a des remplissages pas très bien remplis, il a des traits pas très assurés. Et je lui ai dit justement, tiens, si tu veux, je te refais tout le tatou, on le remet bien clean et tout. Elle m'a dit non, je veux pas parce que justement c'est témoin du parcours et je lui ai refait d'autres tatous depuis, tu vois. Mais c'est pour ça que je pense vraiment que l'expérience et la rencontre avec le tatoueur et la personne qui se fait tatouer, elle est plus que primordiale dans le tatouage en soi. Parce que ça, encore une fois, c'est ce qui reste dans sa mémoire et c'est pas, oui, il y a un trait à côté, quoi. Et peut-être que si on n'avait pas eu cette relation-là pendant le tatou, le fait de prendre le temps, de prendre soin et tout, peut-être qu'elle aurait justement tiqué sur les imperfections parce qu'il n'y a pas eu ce truc en plus, tu vois. Il n'y aurait pas eu ce truc en plus. Mais donc du coup, au-delà de la surface, il y a vraiment l'humain derrière. Absolument. Et au-delà d'appréhender techniquement la surface vivante, du coup, avec toutes ces difficultés, tu appréhendes l'humain derrière. Mais au niveau des projets, comment est-ce que tu arrives à trouver ton équilibre entre des demandes particulières de personnes, les projets que toi tu proposes et que tu as créés spontanément. Comment est-ce que tu arrives à trouver ton propre équilibre, à continuer à faire toujours des choses qui te satisfassent et te rendent heureuse? La balance, elle se fait bien. Tout ce qui est flash perso, donc les dessins que je vais faire spontanément et que je propose, là-dessus, je ne transige pas. C'est-à-dire que je ne fais pas de modification, même d'une couleur, même d'un truc. J'estime que c'est ce que j'avais envie de faire. S'il te plaît, tu le prends. S'il ne te plaît pas, c'est parce que c'est pas le bon. Et on peut en faire un autre en s'inspirant du premier, mais je ne le changerai pas. Parce que ça, c'est vraiment un truc auquel je tiens. Maintenant, sur les projets qui sont en co-création, là, je suis dans le compromis aussi beaucoup. Je ne ferai jamais quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Encore une fois, ce n'est pas une histoire d'ego mal placé, c'est juste que j'ai du mal à me dire je vais faire quelque chose sur quelqu'un que je trouve pas joli. Je trouve qu'il y a une démarche un peu malhonnête dans l'histoire, tu vois. Et j'ai pas envie de faire des tatous que je publie pas, tu vois, de sélectionner, de me dire non, celui-là, je vais pas le mettre sur mon truc parce que non, si je le fais, c'est parce que j'ai envie de le faire et que je trouve que c'est une bonne chose, tu vois. Mais par contre, ça demande de discuter avec les gens et après, là, il faut s'adapter aux personnes aussi, dans le sens où il y en a qui vont te donner 3 mots et ils vont te dire fais ce que tu veux et ça ira, tu vois, et ça va très bien.
Et il y en a d'autres qui ont du mal à lâcher prise, qui ont besoin de plus maîtriser le dessin, de donner un peu leur avis, de mettre aussi peut-être un élément qui leur tient à cœur juste pour participer, pour faire partie intégrante. Et je laisse faire. Après, je vais orienter par rapport aux contraintes techniques, les tailles, les possibilités et comment ça va s'articuler autour. Mais j'essaye toujours, quand c'est pas possible, de détourner et de rajouter ce petit truc qui est en fait rien du tout. C'est juste la personne qui est en train de te dire « je veux participer au projet ». C'est pas juste je sais mieux que toi et peut-être que ce tresse il était 2 cm à côté. Non, ce qu'elle est en train de te dire, la personne, c'est « je veux être dedans ». Donc je pense qu'il faut... Et je veux que ça me plaise. Et je veux que ça me plaise. Et si je mets pas mon truc dedans, eh ben, j'aurai l'impression que ça m'est volé un peu, tu vois. Et ça, j'essaye de le respecter le plus possible. Des fois, c'est complètement en contradiction avec ce que je peux faire, donc c'est dans ces cas-là que je vais orienter vers quelqu'un d'autre. Mais si c'est vraiment, on est d'accord sur le visuel général et qu'il faut faire des modifs et apporter un truc à la personne, qui vient de la personne, allons-y, quoi. Tu vois, pour moi, c'est un travail d'équipe. Et je le dis souvent, les gens me disent toujours « mais non, mais moi, j'ai rien fait ». Si, tu as accepté. Déjà, c'est pas mal. Tu es venu jusque-là, la matière, c'est toi qui l'as apportée. Et dans le tatou, il y a un ingrédient qu'il ne faut pas oublier, c'est la personne qui vient t'acheter ton tatou, qui va te payer ton loyer d'après, tu vois, aussi, il y a ça, cette dimension. Manger, tout ça. C'est les personnes qui te font manger, donc il faut respecter. Après, ça veut dire aussi que j'aurais pas forcément cette démarche très artistique, très radicale, de suivre un chemin tout droit, enfin tout droit pas forcément, mais en tout cas d'aller à fond dans quelque chose sans faire de concessions. Ce que j'admire aussi chez d'autres artistes, tu vois. Mais moi, je peux pas faire ça, tu vois. Vraiment, j'ai trop c'est la rencontre, c'est la matière première pour moi, dans mon travail. Donc je peux pas m'en dispenser et du coup, je peux pas trop imposer non plus ce que j'ai envie de faire sur les gens. Et je trouve que justement, tout le travail du tatoueur, c'est d'avoir une certaine... c'est pas une souplesse, mais d'être capable de mixer un peu ce que tu as toi dans les tripes, ce que la personne a besoin d'exprimer. Et c'est ça aussi la création. C'est pas mon idée de ton truc, c'est mon idée combinée à la tienne qui va donner un truc nouveau. Oui, qui n'en perd pas forcément en valeur de création. Exactement. Ça sort quand même de toi, mais c'est une création que toi tu ne vas pas porter, mais que la personne va porter. Et sur un sujet que peut-être j'aurais jamais développé si j'avais pas eu ce projet-là entre les mains, tu vois. Ouais. Donc ouais, allons-y. Je me demandais, par rapport à tes flashs du coup, dont tu parlais tout à l'heure, quel est ton rapport à la sérialité du projet? Parce que tu as un flash, peut-être plusieurs, mais en tout cas tu as La vie c'est chaud, mais on ne se laisse pas faire. Qui est donc un flash avec la fameuse typographie dont on parlait tout à l'heure, qui est donc un projet que tu tatoues en série, c'est-à-dire que, comme à l'origine du flash, c'est un projet que tu peux faire sur de multiples personnes. J'ai plusieurs questions là-dessus. Vas-y, je t'écoute. D'où est-ce que ça vient? Comment est-ce que ça s'est arrivé à être tatoué? La composition du projet. Comment est-ce que tu as choisi cette composition et pas une autre? Et à combien de personnes tu en es actuellement? Parce que j'ai vu que ça augmentait petit à petit. Avance petit à petit. Ouais. Oh mon Dieu, un gang. Un gang de La vie c'est chaud, mais on se laisse un pas gang faire. de La vie c'est chaud. Ça vient d'où? Ça vient du chagrin, bien sûr. Ça vient de... Je suis quelqu'un de très joyeux, de très... j'aime la vie, vraiment. Je ne suis pas quelqu'un qui se morfond, qui va être dépressive ou quoi. Par contre, je pense que je suis comme ça parce que j'accepte beaucoup les moments de tristesse, parce qu'on connaît tous le deuil, on connaît tous des histoires d'amour qui finissent, des choses comme ça. Donc c'est une émotion que j'aime beaucoup en plus. Mais j'aime parce que j'arrive à la digérer, tu vois. Ouais. J'arrive à la laisser passer, à l'accepter, à la faire venir. Mais du coup, une fois que tu l'as digéré, il faut en faire quelque chose. Et justement, c'est ce côté-là dans cette phrase « la vie c'est chaud, mais on ne se laisse pas faire », c'est que voilà, il y a la fatalité, des choses qu'on ne maîtrise pas, qui nous blessent, qui nous font mal, etc. Mais c'est aussi un super tremplin pour une étape d'après, pour aller vers autre chose. Donc c'était vraiment l'idée de dire oui, la tristesse, elle existe, parce que j'avais pas envie qu'on me perçoive aussi dans mon travail comme quelqu'un c'est quoi le bon mot?
un peu cucu, tu vois. C'est-à-dire que tout est beau, tout est rose, tout est joli, parce que c'est pas ça ma vie du tout, tu vois. J'adore m'émerveiller. Je trouve qu'il y a des tas de choses autour de nous qui sont magnifiques et qu'il faut s'attarder pour prendre du plaisir, tout simplement. Mais la vie, elle n'est pas toute rose. Donc c'est ça aussi de dire, c'est que la tristesse, elle existe, la colère, elle existe. C'est des sentiments qui ne sont pas à refouler, qui sont des sentiments humains, tout simplement, tu vois. Mais par contre, ce que tu en fais, c'est un choix. La fatalité, tu ne la choisis pas. Les événements qui t'arrivent, tu ne les choisis pas. Par contre, comment tu t'en saisis pour en faire autre chose? Ouais, tu peux carrément... c'est aussi ne pas passer pour quelqu'un de cucu, parce qu'on peut être quelqu'un d'extrêmement positif, enjoué et voir le bon côté des choses, sans pour autant se voiler la face et masquer... Être à côté de la plaque. C'est ça, les moments plus graves, plus tristes, et qui permettent aussi de balancer et de se rendre compte des belles choses de la vie. Ça met en valeur tout ça, quoi. Ça met en valeur. Donc c'est venu de ça. Et j'ai fait ce lettrage, et évidemment, comme c'est un lettrage à rallonge, je voulais pas le mettre en ligne, parce que déjà, je sais pas quel corps pourrait accueillir une phrase. Ou alors tu fais une spirale autour d'une cuisse. Et j'aime pas trop les lettrages en long, je trouve que c'est un peu bancal, ça marche pas trop sur le corps. Et du coup, j'ai fait avec mes petits tampons, tac tac, je me suis dit tiens, en carré, c'est cool, parce que je peux aussi le faire en sticker, je peux le détourner un peu. Et au moins en carré, on peut le caler partout, quoi. Tu le veux sur le torse, tu le veux sur le pied, tu le veux sur le bras. Petit. Ouais, on peut le décliner, quoi. Je trouvais que graphiquement, c'était plus joli en carré. Du coup, après, j'ai fait les stickers aussi qu'on a collés un peu partout. Trop bien. Et je pensais pas que ça prendrait. Tu vois, j'avais lancé l'idée, mais je m'étais dit, je vais en faire un, peut-être deux, mais ça va s'arrêter là. Et puis en fait, non, il y a plusieurs personnes que ça a intéressé. Aujourd'hui, on en est à 26. Ouais. C'est pas un score extraordinaire, mais c'est quand même, je me dis, il y a 26 personnes qui portent ce tatou. Et des fois, on est plusieurs autour de la même table à avoir ce tatou. Donc j'aime bien ce côté rassembleur aussi dans le flash. J'adore la pièce unique parce que voilà, projet perso, et tu te l'appropries. C'est ton seul flash multiple ou Ouais, c'est mon seul flash multiple. C'est le seul. Et voilà, c'est l'idée aussi qu'on monte un gang pour de vrai, quoi, tu vois. Voilà, on va remettre un peu de positif dans tout ça. On connaît tous des événements difficiles, il faut... Du combat positif, quoi. Combat positif, ouais. Exactement. Et bienveillant. Et en plus, je pense que c'est une phrase, on peut mettre plein de choses dedans, tu vois. Suivant tes histoires, ça peut résonner différemment. Et c'est cool que ça ait trouvé de l'écho, quoi. Je trouve ça trop bien. Je suis toujours contente de le faire, ce tatou. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu n'en as pas d'autres en série? C'est parce que celui-ci, vraiment, tu l'envisageais comme tatouable? Ça a été évident, en fait. Okay. Quand je l'ai fait, je me suis dit, oui, il faut que ce soit un truc que je puisse refaire. Déjà parce que je le voulais moi. Ok. Oui, effectivement, je le voyais sur ta jambe. Ouais, je l'ai là sur ma cuisse, donc déjà, il fallait que ce soit possible. Et après, je pense que, tu vois, j'aime le faire celui-là pour la philosophie du truc. Maintenant, tatouer en flash, ça m'emmerde un peu. Parce que faire la même chose tout le temps, ça m'amuse pas trop. Et que je pense qu'un même thème, on peut le décliner 1 milliard de fois. Et d'ailleurs, je rêve d'une convention qui lance un thème commun pour tous les tatoueurs, pour le concours, tu vois. Tu lances un thème et tu vois comment les 100 ou 200 tatoueurs qui sont là, ils peuvent le sortir, quoi. Ouais. Et tu vas avoir 200 pièces différentes. Et, ça serait très chouette, ça. Ce serait trop bien, tu vois. Donc un thème, tu peux le dérouler à l'infini, donc tu peux personnaliser pour chaque personne. S'il y a des organisateurs de conf qui nous entendent, vraiment, mettez-nous un thème commun et on sera content, ce sera drôle, quoi. Mais même le public aussi, ça permettrait aussi au grand public et peut-être à des personnes moins initiées de se rendre compte de la multitude d'interprétations possibles et de tous les différents créateurs qui sont dans le milieu, et peut-être aussi de pouvoir mieux aiguiller leur choix. C'est peut-être très utopiste comme manière de penser, mais s'il y a une com qui est faite là-dessus... Ça montre un sacré panel, quoi. Bah ouais, parce qu'on a vite tendance à s'y perdre, mais là, c'est un sujet traité par plein de personnes de talent. Donc ça pourrait être vachement chouette. Et puis l'anecdote est géniale, en fait. Tu portes un truc... Sur le fond, toutes les personnes qui se sont fait tatouer ce truc-là, ils ont ce fond commun, mais la forme qui sort, elle n'a rien à voir avec celle du voisin. Et les personnes qui vont se le faire tatouer ont aussi des raisons différentes. Exactement, qui les aura amenées à ça. Et le tatoueur a une interprétation différente. Enfin, ça laisse plein de questions. Complètement. J'adore cette idée, quoi. Par rapport à la composition de la typo, j'avais cru lire dans l'article de Stéphane Yako que tu avais un rapport au rythme et aux chiffres
des écrits assez particuliers liés à ta synesthésie. Donc est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la synesthésie, comment ça se traduit chez toi et comment est-ce que ça influence ton processus créatif? Ok. Alors la synesthésie, c'est un drôle de mot pour expliquer tout simplement qu'il y a des neurones en trop qui se promènent dans le cerveau, qui ne sont pas censés exister et qui font des ponts. Des ponts entre les neurones qui sont bien censés être là, et particulièrement entre les neurones qui touchent au sens. Donc l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat, tout ça. Donc ces ponts, ils font qu'il y a une confusion des sens. C'est-à-dire que ce que je vais voir, je dis je, mais on est 3% sur la planète. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas détectés. C'est quelque chose qui est très commun chez les autistes. Asperger ou pas Asperger, mais c'est quelque chose qui existe beaucoup chez les autistes et qui explique du coup beaucoup de comportements autistiques, dont je peux faire preuve quelquefois. Donc ces ponts, en fait, ils vont faire que quand je vois quelque chose, certaines choses, ça ne marche pas avec tout. J'ai le goût dans ma bouche. Quand je vais toucher une matière, je vais avoir des images dans la tête. La musique, elle a des couleurs, elle a des odeurs. Je confonds les odeurs des choses, c'est-à-dire que je peux voir, je sais pas moi, c'est pas le cas du tout là, ça marche pas, mais je pourrais voir cette citronnade et dans ma bouche avoir le goût du bois. Tu vois, ça se mélange, on sait pas trop d'où ça vient. Pas bien. Tu peux boire du vin et avoir un goût de dragibus bleu et ne pas savoir d'où ça sort. Exactement, des fois j'ai beaucoup avec l'odorat des confusions. Je sens le bois beaucoup, mais ça j'aime beaucoup. Parce qu'il y a des sensations agréables, il y en a des désagréables, c'est un peu le désagrément, mais en tout cas ça se mélange. Parfois j'ai l'impression qu'il y a une veine de gaz ouverte par exemple, donc je suis un peu en panique de me dire bon j'ai pas de gaz chez moi, du coup ça a réglé le problème, tu vois. Très bien. Mais j'ai des perceptions qui ne devraient pas exister. Voilà, du monde en général. Donc ça touche absolument tous les sens. Évidemment mon travail. Et ce qui rend, je pense que je le dois beaucoup à ça, la poésie dans mon écriture. Parce que du coup ce pont entre les sens, entre les sensations, les sentiments, parce que les sentiments aussi ils ont des couleurs, ils ont des odeurs, ils ont du toucher. Forcément que c'est ça aussi qui transpire, parce que comme je disais tout à l'heure, la poésie, ce qui est poétique, c'est les suggestions et c'est l'image mentale que tu vas te faire avec 3 mots, quoi. Donc forcément, quand je vais associer le bleu avec les abricots, ou j'en sais rien, tu vois, je dis un truc au hasard, mais forcément, ça fait naître des images nouvelles, qui sont du coup un peu rafraîchissantes parce qu'elles sont nouvelles, et qui du coup deviennent poétiques. Je pense que l'essentiel de mon attrait pour la poésie, c'est ça. Et d'ailleurs, Rimbaud... il est là sur ma cuisse parce que c'est un poète que j'aime beaucoup, mais c'était un synesthète aussi. Ah, je ne savais pas du tout. Et oui, qui a écrit un poème qui s'appelle Voyelles, qui parle des lettres. Il parle du A, du E, et chacun a une couleur, ou chacun a un animal, ou chacun a une attitude. Et en fait, il était synesthète, ça a été avéré. D'accord, trop bien. Voilà, ce genre de personne, un peu avec des pensées alternatives, on va dire, très poétiques. Et voilà, il y a beaucoup de synesthètes. Donc je voulais son portrait... aussi par rapport à ça, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert sur le tard. Je pensais que tout le monde était comme ça. Et non. Souvent comme ça, quand on est enfant ou jeune, on se dit que tout le monde pense pareil, ressent pareil. C'est là où parfois on se rend compte de certaines différences. Et ouais. Mais est-ce que du coup, là quand tu as fait ce projet avec Seb de SM, donc son pseudo c'est SM Bouzy, est-ce que la personne comptait en particulier pour ce... Alors pas par rapport à la synesthésie, mais plus par rapport à la poésie. Je sais que c'est un grand lecteur aussi, Seb. Pas forcément les mêmes lectures, mais c'est un grand lecteur. C'est quelqu'un que j'aime énormément. C'est aussi quelqu'un qui est dans mon cœur. Donc voilà, il était là. J'avais envie de lui faire un portrait sur moi. Pour tout te dire, j'hésitais entre Rimbaud et Albert Jacquard. D'accord. On a trouvé que Rimbaud était plus beau. Donc on a choisi Rimbaud. Puis il y avait cette photo qui correspond vraiment au travail de Seb aussi. Parce que c'est ça, c'est pas seulement demander à Seb de faire un tatou pour faire un tatou. J'avais envie d'avoir une pièce de son travail que j'aime énormément. Donc Rimbaud s'y prêtait à fond, quoi. Et oui, je n'aurais pas confié ce projet qui est quand même intime, même si je ne l'ai pas trop déroulé comme ça au moment où je l'ai fait, parce que je l'ai percuté un peu après aussi. Mais bien sûr que j'ai pas choisi Seb par hasard, je lui fais confiance, je l'aime énormément, voilà, c'était l'évidence, quoi, tu vois. C'était pas forcément réfléchi sur le moment, quoi. Ok. Mais donc du coup, dans ton travail, tu dois réussir à conscientiser ces ressentis
pour ensuite t'en servir comme d'un moteur? En vrai, pas du tout. Je vais te décevoir à fond. Je en sais vrai, pas, ça, évidemment, ça influence mon travail parce que ça influence toute ma vie. Mais je ne le réfléchis pas. C'est vraiment quelque chose de spontané. C'est comme d'avoir chaud ou d'avoir froid. Si j'ai des sensations sur la peau ou dans la bouche, c'est un truc que je ne vais même pas réfléchir parce que je fonctionne comme ça depuis que je suis née, tu vois. Donc ça l'influence, mais je ne me dis pas, tiens, c'est ma matière de travail. Je vais l'extraire, je vais le réfléchir, je vais l'analyser et je vais en faire quelque chose. C'est comme ça de fait, en fait. Ça sort comme ça parce que si tu dois colorier un abricot et qu'un abricot dans ta tête, tu le vois bleu, il soit le bleu mot et ou l'objet, tu vas le sortir bleu. Exactement. Et ça va être tout le temps bleu, mais c'est pas un choix conscientisé, c'est ta perception qui est retransmise. Exactement. Par c'est le très brut en de, fait. De cette synesthésie. C'est pas du tout mentalisé et presque j'ai pas du tout envie de le contrôler en fait. Parce que j'apprécie ma synesthésie, j'avoue, c'est un truc que j'aime beaucoup, quoi. Mais du coup, tu l'as quand même identifié par rapport à la rythmique de la composition, des mots, des phrases, etc. Bien sûr. Et aussi parce que j'ai ce truc-là avec la sonorité, donc des mots et tout. Et que petite, c'était un peu enfermant pour moi parce que et que j'ai toujours le réflexe de compter les lettres. Et pour qu'elles soient, pour que les phrases soient jolies, il faut qu'elles aient un multiple de 6. Très bien. Donc j'avais tendance à tout... Et d'ailleurs, tous mes textes sont écrits en multiple de 6. Mais je me dis pas, tiens, il faut que ça tombe en multiple de 6. C'est juste parce que comme le son est bon, je sais que c'est un multiple de 6. Et si tu regardes tout ce que j'ai fait... Est-ce que tu vois le son en couleur ou pas? Ouais. Est-ce que ça te fait une mauvaise couleur? Quand ça marche pas, bien sûr. Parce et que puis moi, à l'oreille, ça me fait en deux plus, couleurs c'est pas bon. opposées et ça fait une espèce de vert kaki dégueu ça se mélange pas bien. C'est comme une fausse note. Tu n'as pas besoin de savoir techniquement. Tu l'entends, la fausse note. Là, c'est pareil. Donc je sais très bien, et si tu prends le temps de regarder tout ce que j'ai écrit, tout est en multiple de 6, sauf si c'est quelqu'un qui a vraiment tenu à ça, que j'ai essayé de modifier pour faire un multiple de 6. Mais ça n'a pas marché, donc je respecte son choix. Et tu arrives à tatouer quand même. Et je le fais bien sûr, oui, je ne suis pas non plus psychorigide même. Je me demandais, est-ce que tu as, vu que tu as beaucoup travaillé en tant qu'EduxP et que tu as un rapport très empathique, les deux se disent, je crois, au tatouage et à l'humain qu'il y a derrière. Est-ce que selon toi, on peut parler de tatouage thérapeutique? Et si oui, dans quelle mesure? Ouais, je pense. Est-ce que tu as la sensation de participer en tout cas à une forme de thérapie ou d'autothérapie? Je pense, mais sans dire que je suis tatou-thérapeute, parce que je trouve que on ne peut pas s'autoproclamer vraiment... Enfin, on peut pas. Je sais pas, j'ai pas trop réfléchi à la question. Mais moi, si je disais ça, je trouverais que ce serait un peu fort de café, tu vois, de dire ça de moi. Par contre, et comme dans beaucoup de thérapies aujourd'hui, comme on commence à avancer un peu en France, parce qu'on est un peu en retard sur le reste du monde, on met beaucoup plus la personne concernée au centre du truc. Donc en fait, c'est plus... je dirais pas que j'apporte une thérapie, je dirais que par contre, si tu es à l'écoute de la personne que tu reçois, elle peut se thérapiser toute seule, en fait, par le biais du tatou. Parce on ne choisit pas le tatouage par hasard. On ne choisit pas le fait de se fabriquer un bobo dont on va prendre soin pour qu'il cicatrise bien, qu'il soit visible. On ne choisit pas par hasard ça. Surtout quand c'est relié à des thèmes un peu douloureux ou qui concernent sa propre vie. Donc je pense que c'est plus la personne qui est dans une démarche peut-être thérapeutique. Et si elle y trouve son compte, tant mieux. Mais je ne peux pas dire que je travaille de manière thérapeutique. Si ça marche, très bien, tu vois. Je suis ravie. Mais je ne l'envisage pas comme ça parce que tu vois les gens 4 heures, quoi. Et qu'une vraie thérapie, il faut rentrer un peu plus profond dans les choses quand même. Après, il y a des gens que tu vas voir 20 fois, qui vont se faire tatouer pendant 10 ans. Bon, moi, j'ai pas 10 ans de tatou, mais déjà sur les 5 années, des gens qui reviennent souvent. Donc oui, peut-être qu'au fil du temps, ça fait thérapie. Maintenant, je me pose pas en tant que thérapeute, quoi. Si la personne vient pour ça, j'essaye de nourrir ce truc-là. Mais comme elle pourrait venir pour n'importe quoi d'autre, et j'essaierai de nourrir aussi ce truc-là. Voilà. Si c'est en résonance avec moi, bien sûr, mais il faut accueillir en fait. Et après, tu accueilles ce qui est là. Donc c'est pour ça aussi que je prépare pas beaucoup de choses en amont à part le dessin, c'est que je fais confiance à la vibe du moment, quoi, ce qui va se passer. Comme toi, tu fais là avec tes enregistrements, tu vois. On accueille, on voit. On monte sur le cheval, on y va. Générale, et puis après... Bah voilà. On avance, quoi.
Je viens de retrouver une question sur mes notes. Quelle machine tu utilises? Parce qu'on en a parlé tout à l'heure off micro. Mais est-ce que c'est un choix? Ouais. Et pourquoi un choix? Alors j'utilise des mécaniques, des traditionnelles à bobine, de Bruno Kea. C'est leur Kea. Ok. Qui est à Montpellier? Qui est à Montpellier, qui a une boutique qui tatoue plus. C'était un tatoueur à l'époque, et il tatoue plus. Et maintenant il est builder, donc il fait ses machines. Il fait aussi des séminaires. Donc quand tu achètes ta machine, il te la donne en pièces détachées et il te drive pour que tu la montes toi-même. Tu fais ta petite soudure. Donc déjà, moi, c'est le paradis pour moi parce qu'il y a des outils, il y a des trucs à faire. C'est un petit objet très joli. Et c'est pédagogique. C'est pédagogique et tu repars avec ta machine que tu as montée toi-même. Donc il y a aussi une fierté à avoir cet objet. Elles sont très très belles. Et en plus, le séminaire te permet de les connaître très bien puisque tu apprends à les régler, à les nettoyer, à changer tes pièces. Donc c'est une machine que tu peux garder toute ta vie si tu l'entretiens. Je suis très attachée à Bruno Kea. Je l'aime beaucoup. Donc comme pour les tatous, évidemment, j'utilise le matériel de cœur, tu vois. Et en plus, c'est des machines que je trouve très bien. Enfin, tu vois, elles fonctionnent super bien. Elles ont des beaux rendus, les ombrages, les remplissages, les tracés, tout est beau. Une fois que tu as appris à les utiliser, parce qu'elles m'ont fait transpirer, tu vois, les 2 gouttes qui tombent sur les tempes là, quand tu as un peu peur de ce que tu es en train de faire. Donc elles m'ont fait bien transpirer. Mais ouais, je les adore, quoi. Et j'ai essayé la rotative, parce que je ne suis pas allergique du tout. Hein. Je sais qu'il y a 2 écoles, mais j'ai fait un tatou à la rotative, où clairement j'ai un peu brûlé la peau de la personne. Ah ouais? Alors c'est revenu dans l'ordre, hein. C'était pas non plus brûlé dans une dimension... Mais un peu abîmé, quoi. Mais un peu abîmé, la cicatrisation était compliquée, donc je me suis dit, ok, t'as mis 2 ans et demi à les avoir dans les mains, tes machines, à les connaître, à réussir à faire à peu près tout avec ce que t'as envie de faire et sur toutes les peaux, parce qu'au début les peaux, les différences, c'est compliqué, et puis après ça va, tu peux gérer toutes les peaux. Il faut recommencer là, avec une rotative, et recommencer à avoir des trucs pas très sûrs, avec des cicatrisations, que tu sais pas ce que ça va rendre. J'ai dit non, c'est bon, je garde mes traditionnels. D'accord. Et je garde ça et je les adore, et je bosse que avec ça. Okay. J'ai que des Kea, 2 traceuses, une hybride, une remplisseuse. D'accord. Que Nico m'a offert, et la petite traceuse que je me suis offerte. Voilà. Ça marche. Et par rapport aux encres, est-ce que tu as des choix aussi en particulier? Parce que tu m'as dit en off que tu étais végétarienne. Ouais. Est-ce que tu utilises des encres qui sont véganes ou pas? Et est-ce que même il existe des encres véganes complètement? Il y en a beaucoup en vrai. Ouais. Il y en a beaucoup. La du coup, elles sont non testées sur les animaux ou elles ne comprennent pas de composants animaux? Les deux. Après, c'est pas le cas de toutes les encres, mais honnêtement, la plupart des encres aujourd'hui, elles sont véganes. Donc tu peux. Après, le truc, c'est que si tu pousses vraiment la question loin, en vrai, le tatouage, c'est pas vegan du tout. Donc, on fait le mieux possible. Mais la vaseline, même si c'est pas une question de produits animaux, c'est quand même du pétrole. Donc, c'est pas ouf, tout ce qui est extraction de pétrole, pollution et tout. On utilise énormément de plastique. Ce plastique, il n'est pas bon pour la planète. On utilise des produits désinfectants de surface qui sont clairement des produits terribles pour le tueur de vivants. Donc vraiment, si tu es écolo, vegan, c'est compliqué de suivre tes convictions. Maintenant, il y a des gens qui développent des cellophanes biodégradables. Enfin, il y a vraiment la question qui se pose, je pense, dans notre génération de tatoueurs. Je veux bien la référence. Ouais, je te filerai tout ça. Je ne les connais pas par cœur, mais je les ai dans mes mails parce que je m'y intéresse un peu là récemment, pour limiter au maximum. Mais c'est comme les buses jetables, les aiguilles jetables. Moi, je rêve qu'on m'apprenne à souder des aiguilles, même si je pense très clairement que je ne le ferai pas tous les jours. Juste déjà pour le savoir-faire du métier. Je crois que c'est Yann Black qui expliquait dans une vidéo que tous les matins, il prenait le temps de souder ses aiguilles. Moi, je trouve ça génial. Moi, j'aurais pas cette assaise, je pense, tu vois. Mais c'est génial. J'aimerais bien essayer de le faire, de voir si ça correspond à mes projets, à ma manière de fonctionner. Au moins, ne serait-ce que pour savoir que si tu as un projet en particulier, tu peux adapter ton outil au maximum, c'est-à-dire ce que tu vas faire rentrer dans la peau. Si on pousse le truc, j'aimerais pouvoir être en mesure de fabriquer mes propres encres. Sauf que là, après, on rentre sur que ça soit normé, etc. Oui, là, c'est compliqué. Tu as des processus de validation ne serait-ce que l'outil, quoi.
Mais oui, bien sûr. Et puis ça évite d'alimenter aussi un marché qui n'est pas très propre non plus, du marché de la Chine. Tout le matériel qui est exporté, qui fait de la route et puis qui a été fabriqué sûrement dans des conditions de travail qui ne sont pas celles de la France non plus, tu vois. Donc ça, les bus jetables et tout. Après, ça nous rend énormément service et je crache pas sur le matériel parce que je l'utilise tous les jours. Mais là, tu vois, récemment, j'ai appris à stériliser des bus en acier. Donc, je peux pas le faire partout. Je peux pas le faire à l'encrophage parce qu'on n'a pas l'espace pour le faire. Ouais. Mais par exemple, je vais en guest à Tribalact à Paris, où ils ont une salle de sté qui est grande parce qu'ils sont perceurs aussi là-bas. Donc, je pourrais l'utiliser ponctuellement, bon tu vois. Très bon shop. Ouais. Super, c'est ma deuxième maison au Tribalact. Mais ouais, j'aimerais limiter le plus possible ce côté-là. Donc, voilà, pour en revenir au côté vegan, si tu es vegan vraiment et que tu suis ta conviction, se faire tatouer, c'est pas le meilleur des choix pour être en accord avec ton quotidien. Mais on peut faire le mieux possible. D'accord. Parce que c'est vrai que on se demande est-ce que c'est un choix conscient, jusqu'où il peut aller, jusqu'où les convictions peuvent aller aussi. Récemment aussi, pour d'autres formes de conviction, mais le féminisme qui fait partie clairement de ma vie. J'ai vu un tatoueur qui proposait, je crois que c'est Pretty Little Stickers ou Stinkers, je suis pas sûre, mais qui, après avoir eu écho de retours négatifs à son propos, par un moyen détourné, a mis en place un moyen d'avoir des feedbacks anonymes par rapport à son travail pour que les personnes puissent se sentir en sécurité. Elles peuvent mettre le nom qu'elles veulent, etc. J'ai vu ça aujourd'hui, dans le train pour venir, et j'ai trouvé la démarche super chouette parce que peut-être que parfois on n'a pas été super sécurisant avec quelqu'un, et peut-être qu'on l'a mis mal à l'aise sans le savoir. Mais du coup, ça lui permet, et c'est ce il ou elle d'ailleurs, je ne sais pas, ça permet à cette personne en tout cas de pouvoir apprendre et d'avoir l'opportunité de s'améliorer. Et je trouvais la démarche super chouette. C'est vrai. Qui est une autre manière de s'engager, mais que je trouve super bienveillante et à l'écoute d'une autre manière, parce qu'au-delà de la rencontre, il faut aussi que la personne en face de toi puisse être en mesure de te faire part de ses limites. Parfois, c'est très difficile de communiquer et tout le monde n'est pas capable de le faire de la même manière. Puis il faut un rapport d'égalité pour ça. C'est ça. Et il y a énormément de personnes qui pensent que le tatoueur, c'est un peu une rockstar, un peu quelqu'un d'inaccessible, qui a un savoir particulier. Lui, il sait, moi, je sais pas. Il y a des gens qui n'osent pas dire non. C'est pour ça que je fais les dessins à l'avance. Parce que je veux pas me retrouver à être dans cette pression-là malgré moi, c'est-à-dire d'imposer à quelqu'un qui ne saura pas me dire non, parce qu'il imagine peut-être qu'on ne dit pas non à un artiste, ou je ne sais pas, tu vois, ce genre d'a priori. Mais il faut que le rapport soit égalitaire. C'est pour ça qu'encore une fois, l'accueil, il est essentiel, parce que ce truc-là, tu peux le faire sauter tout de suite. Ce rapport inégalité, si la personne se sent impressionnée par le tatoueur, ce qui était mon cas quand je suis venue me faire tatouer la première fois par Nico, tu présentes ton dessin, tu le donnes un peu en tremblant parce que toi t'es pas dessinateur et parce que tu sais pas s'il va trouver ça bien et qu'il y a des tatoueurs qui te ménagent pas forcément non plus, quoi. Qui t'envoient bouler parce que ton truc c'est de la merde, quoi. Et, bon. Oui, mot pour mot. Toi tu y as mis toutes tes tripes, tu t'es mis un peu un coup de pied au cul pour aller jusqu'à la boutique, te dire j'y vais, et puis en fait t'es reçu comme ça, c'est compliqué, quoi. Alors qu'avec un café, une petite discussion d'une demi-heure avant d'attaquer, déjà t'as fait sauter quelques barrières qui montrent que ouais, on est tranquille, quoi. C'est moi qui vais te tatouer, mais peut-être que toi, tu sais faire des tas de choses que je sais pas faire, et c'est très bien, tu vois. D'accord. Je me posais une autre question existentielle. Vas-y. Il y en a beaucoup. Souvent, dans les dessins, les peintures, du moins les productions matérielles graphiques, on peut signer. Ouais. Pour attester que c'est pas toi qui l'as fait, ou alors une impression comme Nico m'a fait visiter le shop hier. Ouais. Oui, puisque j'enregistre 2 jours d'affilée. J'ai pu voir que vous aviez des impressions de Léa Naon, vous aviez aussi des originaux très chouettes. Ouais. M'as-tu vu avec mon gros ventre? Mais bien sûr, j'ai vu ton portrait génial, et le sien d'ailleurs qu'elle lui a envoyé il n'y a pas très longtemps. Exact. Donc c'est trop chouette évidemment. Trop bien. Et donc il y a quand même cette signature, vous avez Jean-Luc Navette avec une impression signée, etc.
Mais un tatouage, tu le signes pas de manière générale. Alors toi, quel est ton rapport à ça? Est-ce que tu signes? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Non. On me l'a demandé. Parce que du coup, tu as aussi le côté, on t'identifie sur la peau de quelqu'un que par ta patte graphique. Ouais. Donc, comment... Moi, j'ai refusé de le faire parce que, je sais pas, ça me mettait mal à l'aise ce truc de signature. En fait, tu portes déjà un tatou qui vient de mes mains. Est-ce qu'il y a besoin de dire c'est le mien? Tu vois, j'ai l'impression de marquer un peu un truc. Et justement, d'être dans un truc pas égalitaire avec la personne. Je sais pas comment te le traduire vraiment parce que c'est un peu abstrait dans ma tête, mais t'as déjà le dessin que j'ai fabriqué. Je vais rajouter en plus mon truc. Et c'est quoi l'étape d'après? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en plus, tu vois? Non, c'est déjà ton identité, ou si elle y est pas et qu'on te reconnaît pas, c'est peut-être parce que le dessin n'était pas assez ouf, tu vois, mais non, ça me met mal à l'aise de mettre mon nom. En plus, moi, ma signature, c'est pas un dessin ou un petit truc, c'est vraiment mon blaze de tatou, donc je trouve qu'il n'y a pas besoin, ça fait trop. Ouais. Ok. J'aime pas signer ça. J'aime bien signer mes dessins, pas de souci, mais sur les gens, je sais pas, je me dis... Leur laisser l'occasion de se réapproprier cet espace de peau sans qu'il y ait le dessin, il est parti, il est plus à moi, ça y est, c'est fini en fait. Le dessin était à moi, mais le tatou est parti, et de ce moment-là, j'en fais plus rien en fait. Ça y est, c'est pas pour moi que je l'ai fait. À part mes flashs vraiment personnalisés où je les ai fait de cœur, ou parce que sur le moment j'avais besoin d'exprimer un truc. Là, c'est encore différent, mais je crois que je les signerai pas non plus, franchement. D'accord. C'est too much pour moi, tu vois. Ça marche. Non, mais et Nico l'a fait, hein, et je le juge pas du tout. Je trouve pas que ce soit une mauvaise chose, quoi. Moi, je suis pas à l'aise avec le truc. Mais c'est peut-être encore un truc sous-jacent de moi, je suis pas une grande dessinatrice. Il y a ça aussi, tu vois. Un truc qui signe, c'est un grand truc, quoi. Sinon, si tu fais... La signature, elle authentifie, mais... Ouais, sinon à quoi bon? La personne que j'ai tatouée, elle sait que c'est moi qui l'ai tatouée, tu vois. Il n'y a pas besoin de... Un tableau, c'est différent parce qu'il peut voyager, il peut changer de maison, il peut se perdre. C'est des questions que je me pose aussi par rapport à comment exposer du tatouage, même potentiellement après la mort d'une personne, si jamais la personne a souhaité, ou sa famille souhaite conserver l'œuvre, comment tu fais si c'est une œuvre? Parce qu'il y a la question aussi faites ce que vous voulez avec vos tatous de louch, si vous voulez vous conservez non du formol. Mais ouais, il y a eu une exposition, moi je ne l'ai pas vue. Alors je vais parler d'un truc que je ne connais pas, mais tatoueur tatoué au Quai Branly. Et moi je ne suis pas à Paris, donc je ne l'ai pas vu, mais il y avait, je crois, des tatous exposés, des vrais tatous, si je ne dis pas de bêtises, conservés, quoi. Ah, c'est génial, c'est top. C'est top parce que c'est aussi témoin d'une époque, quoi. Les tatouages qu'on fait aujourd'hui... il y a 50 ans, on n'aurait jamais fait ça, quoi. Et dans 50 ans, on fera sûrement bien d'autres choses. Et il y a des choses qui sont aujourd'hui hyper dans le vent, hyper attractifs pour les gens et pour le monde du tatou, et qui peut-être dans 20 ans seront une obsolescence de fou, quoi. Comme il y a eu la mode du tribal, comme il y a eu tout un tas de trucs qui aujourd'hui sont clairement dépassés, quoi. Par rapport aux modes. Ça revient finalement. Et ça revient. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de néo-tribal ces temps-ci. Et ça revient à fond. Est-ce que ça va n'être qu'un nouvel effet de mode? C'est pas improbable non plus. C'est vrai que c'est des questions que je me pose toujours quand je vois de nouvelles choses qui apparaissent. Est-ce que ça a déjà existé? C'est ça. Est-ce que ça a déjà existé? Est-ce que c'est un détournement de code? Ah ouais, on renouvelle sans cesse. On n'a pas inventé grand-chose. Après, maintenant, c'est plus sur justement peut-être sur la démarche. La philosophie qu'il y a autour du tatou et comment on peut maintenant mélanger tout aussi. Tu vois, il y a eu plein de styles, maintenant ça va être les hybrides, quoi. Le réalisme qui se mélange au graphique, voilà, ça existe depuis un moment, mais... oui, c'est un exemple parmi d'autres. C'est un exemple, quoi. Avant, c'était très défini, ensuite les frontières se brouillent. Bien sûr. Puis ça va donner encore d'autres choses. Mais ouais, c'est des témoins d'époque, les tatous. Moi, j'adore les vieux tatous de taulards. Qui sont en général bien dégueux à cette heure-ci parce qu'ils sont floutés, ils ont été faits avec du matériel qu'on trouvait là. On se posait moins de questions, mais je les adore parce que ça témoigne d'une époque, quoi. Ouais, j'ai un ami qui a fait un tuto sur comment fabriquer sa propre machine avec 3 fois rien. C'est génial, ça fonctionne du feu de Dieu. C'est de la bidouille. Ouais, et puis ensuite il a montré le tatouage qu'il avait réalisé avec, c'est un ami tatoueur. Et clairement, j'étais sur le cul. Parce que j'étais là, putain, mais je peux brancher. Genre, je compte le faire. J'étais là, mais je peux brancher ça sur une prise, en fait. Classique. Ouais, classique. Avec un embout classique. Complètement dingue. Et à partir de rien.
Il y a Costa C'est aussi assez, qui a fabriqué une machine à piles. Il y a une machine, il met 3 Je vois piles pas qui dedans, au Nuno Costa. Je ne sais plus de quelle origine il est. Je ne sais pas où il travaille Le exactement. nom m'évoque quelque chose, mais... Je le croisais à la convention de Pau, qui est une super convention d'ailleurs. Et il était tout content parce qu'il avait une machine, il a mis 2 ou 3 piles dedans et voilà, ça Bim, bam, boum. fonctionne, c'est trop bien. Ouais, maintenant, il y a des... En fait, j'ai l'impression que quand tu es bricoleur et que tu comprends vraiment le fonctionnement de tes outils, tu peux réussir à adapter complètement ton matériel à ta pratique, à ce dont tu as envie. Parce que Ça, sinon, c'est- maintenant, il existe aussi... la possibilité avec les rotatifs, c'est d'avoir des batteries portables, en fait. Olivier Poinsignon qui tatoue avec un bracelet avec des batteries au lithium. Bon, batteries au lithium, enfin on en a dans nos téléphones, etc., dans plein de choses. Partout. Mais ça a l'air en tout cas assez pratique. Et sinon, il y a des espèces de petites boîtes qui se fixent au-dessus de la machine et qui du coup limitent les accidents de clip-corde dans lesquels on bute. Et qui plante la machine. Voilà, mais qui dans le rajoute sol. aussi du plastique pour éviter la contamination croisée, etc. Donc ça peut être aussi des... Enfin, il faut toujours peser le Ouais, il faut faire la balance, quoi. J'ai l'impression qu'avec certaines machines, on peut réussir à bidouiller plus que d'autres. Moi, j'aurais peur de me prendre des coups de jus ou de casser mon matos si je commence à essayer de bidouiller. En tout cas, pour l'instant... Après, c'est comme tout, quand tu connais le fonctionnement. Bon, moi, Ouais. je suis pas une experte, mais le séminaire de Bruno m'a vachement aiguillée là-dessus, et comme plein de tatoueurs d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de tatoueurs qui ont fait ce séminaire. Tu te rends compte que oui, tu peux avoir une action sur ta machine pour la rendre plus souple, la rendre plus nerveuse, changer une pièce ou deux, et oui, tu peux clairement transformer ta machine, et en tout cas la régler dans le temps, quoi, pour qu'elle soit toujours au top. La rotative, quand elle est foutue, je pense pas que tu puisses la bidouiller, je sais pas, mais je pense pas. Je connais pas assez les rotatives pour pouvoir dire quelque chose dessus, mais je pense que tu dois la jeter à la poubelle et t'en rachètes une autre, quoi. Après, il y a un gros avantage à la rotative, c'est les cartouches, quoi. Je pense au Cheyenne, ce genre d'objet, t'as une machine et tu changes ta cartouche pour changer ton faisceau d'aiguille, et voilà, terminé, quoi. Ouais, sans tout rechanger. Moi, la mécanique, j'ai 3 machines sur ma table, quoi. Ouais. Donc, je veux changer d'aiguille, je change tout, mais ça me dérange pas parce que Ouais. j'ai le temps. Tu vois, je fais un tatou par jour, donc c'est plus gênant en street shop si tu dois enchaîner 8 clients et Parce que du coup, tu as quand même l'environnement qui joue dans la réalisation du tatouage. Parce que là, vous tatouez dans un shop, vous êtes 2. Ouais. Vous avez quand même suffisamment d'espace pour pas non plus vous marcher dessus. bien sûr. Est-ce que tu as déjà tatoué dans un lieu un peu hors norme, hors d'un shop? Non. Non. Je suis pas Parce que assez Nico m'a dit aventurière pour faire ça. Il avait tatoué sur la table de la cuisine de ses parents. Ah je oui, crois. j'étais là d'ailleurs. Voilà. Grande aventure. Un bateau, je crois. Ouais, un truc en rapport avec la pêche aux crevettes, je crois. Ouais, parce qu'il pêchait des crevettes, ce monsieur. Voilà. Mais Oui, si, j'ai déjà fait des tatous à la maison, chez moi. Et une fois chez mon frère, parce qu'il habite loin et Ouais. que c'était pratique. Enfin, pratique pas du tout. C'est pour ça que je le fais pas d'ailleurs. Parce que Oui. c'est d'une chienlit pas possible. Tu sais pas quoi foutre la de tes configuration aiguilles est et pas- tout. ouais. Et puis le lieu est pas fait pour. J'ai vraiment Ouais. l'impression d'être hors contexte, quoi. Au-delà du fait que c'est parfaitement interdit. Ouais, j'aime bien être à la boutique en fait. Elle est faite pour. Tu vois, elle est faite pour. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a le carbone si tu as besoin de carbone. Tu veux changer d'aiguille. Voilà. Je pense que ça dépend aussi de ton travail et de ta souplesse dans le travail. t'as pas eu un projet qui devait t'emmener à l'extérieur pour Non. que ça fasse plus sens ou... Jamais. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais expérimenter ou pas du tout? L'idée d'être dehors, vraiment dehors, dans la nature, il y a un type qui s'appelle Yvan Le Pays, qui fait des paysages. C'est très graphique, c'est Ouais, je vois. linéaire et tout. J'aime bien ce qu'il fait. D'ailleurs, il est rigolo parce il vend ses tickets de course, ses factures. Il fait un dessin dessus et il vend le prix de la facture. Comme ça, il se rembourse ses courses en vendant des dessins. Je trouvais ça extraordinaire. Il est trop cool. Et lui, je l'ai vu passer sur les réseaux. Il faisait un tatou dans la montagne et puis au bord de la mer. Et puis vraiment nature, tu vois. T'as que ta machine, la personne que tu tatoues est en avant. Et ça, je trouve ça trop chouette, quoi. Mais j'irais pas le faire. Je pense à des mecs, je sais plus comment il s'appelle, ce tatoueur qui a tatoué dans le métro. Tu sais, dans les couloirs Dans du les métro. couloirs du là. métro. Ouais, Ah non, oui, pour moi, je on est retrouverai plus la dedans. référence. Si j'avais mon petit carnet avec moi, je l'avais noté. Je vois mais qui là, c'est, mais j'ai plus son nom. J'ai changé de carnet et du coup, j'ai plus mes références. Je suis arrivée au bout. Okay. Mais je l'avais noté. Après, c'est des démarches, quoi. Mais Et moi, je suis sais que plus c'est à sur l'aise. YouTube, en tout cas.
Ce monsieur est sur YouTube, Ouais. celui qui a fait ça. Je crois que c'est un des mecs du VTPK. Mais non, moi j'aime bien que voilà, les choses sont à leur place à la boutique où il y a tout ce qu'il faut. Ça m'a rassurée aussi longtemps. Parce que j'ai que 50 tatous, c'est pas non plus énorme, quoi, tu vois. Donc voilà, d'être là où il faut pour le faire. Je sais que je fais pas de bêtises. Ouais. D'accord. J'exporterai pas, je pense, mon travail ailleurs que dans un endroit fait pour. D'accord. Par rapport à ton travail, est-ce que tu as l'impression de transmettre une forme de message général au-delà d'un petit bout de toi? Est-ce que ce message, il transmet un petit peu ta vision, ta perception du monde? Et si oui, quelle est-elle? Ouais, je pense. Quel est le message? Je pense clairement, déjà parce que les dessins ils sont vraiment faits sincèrement et pas dans une idée de performance graphique. Je pense que ma façon d'accueillir les gens, elle en dit beaucoup aussi sur ce que je pense du monde, tu vois. Comme le quartier où je vis, par exemple, tu vois. J'aurais aimé t'emmener là-bas s'il n'y avait pas eu tant de bruit, mais il y aurait trop de bruit. Et ça aurait été masque obligatoire. Mais à l'occasion, on refera ça. Mais voilà, je vis dans un quartier au centre-ville de Perpignan, qui est croisé entre la bourgeoisie, le quartier gitan, qui est un quartier très miséreux, le quartier rebeu, donc arabe, population arabe. Et moi, j'habite sur la place qui est charnière entre ces trois mondes, qui est vraiment mon endroit préféré et que beaucoup de gens ne comprennent pas parce que c'est très le bordel, tu vois. Mais pour moi, c'est ça ma vision du monde et c'est aussi ça ma vision du tatou. Et parce que c'est ma vision de la relation à l'autre, c'est que, ouais, il y a une grande égalité en fait. C'est pas parce qu'il y a une histoire de plus d'argent d'un côté que de l'autre ou d'origine différente ou de... En fait, on a tous des compétences particulières, des lacunes particulières. Et en fait, si on est assez intelligent, et encore une fois, ça va avoir l'air cucu parce que ça l'est un peu, mais si on arrive à se reconnaître en tant qu'égaux, on peut faire des trucs de fou ensemble, tu vois. Même si c'est des petites choses, on peut vivre des choses vraiment belles, en fait, tu vois. Et là aussi, il y a de la poésie là-dedans, dans ce carrefour bordélique dans lequel j'habite. Quand tu vois quelqu'un de la communauté gitane qui va chanter, et quelqu'un de la communauté rebeu à côté qui va danser sur le champ du gitan, et qu'à côté, tu as le café culturel qui sirote, tu vois, en faisant de la philo. Je me dis, c'est génial, en fait. Ça, c'est pour moi, c'est un endroit où les gens, ils ont tout compris. Ça, avec un équilibre qui se crée. Ça s'équilibre, et tout le monde est hyper différent. Les gens ne vivent pas de la même manière, c'est sûr et certain, quoi. Mais ça marche, donc c'est possible, tu vois. Et pour moi, le tatou, c'est ça aussi. C'est quand je parle beaucoup d'égalité entre le client et le tatoueur, les compromis que tu peux faire en tant qu'artiste pour t'adapter à la demande de la personne, et l'inverse aussi, parce que la personne, elle doit s'adapter à ton travail graphique. Ça, c'est un message au monde pour moi. Oui, à cette heure-ci, c'est moi qui va savoir faire, parce que c'est mon travail. Mais dans 2 heures, on va dans une autre situation, et c'est moi l'apprenant, et c'est moi qui va t'écouter pour savoir ce qu'il va falloir faire, parce que c'est quelque chose que tu maîtrises pas. Je maîtrise pas et c'est pas grave et c'est cool, tu vois, on va apprendre ensemble. Donc oui, je pense qu'il y a de ça dans ma démarche, c'est sûr. Et alors la volonté de mettre de la poésie partout et d'entartiner des caisses, ça évidemment que ça transpire dans mon travail aussi. Toujours essayer de trouver, presque que ce soit un réflexe en fait, mais comme je te disais avec ma synesthésie, de pas vouloir la contrôler, c'est pareil pour la poésie, il faut que ça devienne un truc, un état d'esprit en fait, d'apprécier ce qui se passe. Pas toujours avoir la tête prise. Je sais même pas comment le dire tellement je le maîtrise pas, tu vois. Non, mais je vois ce que tu sens le truc, c'est de la poésie, quoi. On peut choisir de regarder tout ce qui va pas et Dieu sait qu'on peut regarder tout ce qui va pas. Il y en a à regarder, mais le pendant inverse, il existe aussi. Et avec le peu de temps qu'on passe sur la planète, je pense que c'est bien de s'intéresser à ça aussi. Parce que c'est ça finalement qui fait ton quotidien, ta vie. Donc, ouais. T'apportes ta pierre à l'édifice, quoi. Ouais. Inconsciemment et consciemment en y réfléchissant, mais en vrai inconsciemment, quoi. Ouais. D'accord. Donc c'est ça le message. Tout à l'heure, tu utilisais le terme artiste ou artisan. Je t'ai pas entendu dire le mot illustration, mais ce sont 3 termes qui me posent beaucoup de questions. Et je voulais savoir, toi, quel était ton ressenti et ton positionnement, si jamais tu en as un, sur la question. Est-ce que tu perçois le tatouage
plutôt comme artistique ou avec un potentiel artistique, plutôt comme artisanal, les deux. Et quelle est ta définition de l'illustration par rapport au dessin? Est-ce que c'est la même chose pour toi ou pas du tout? Alors, sur la question de l'artisanat et de l'art, je pense que dans ce métier, il y a autant de visions que de pratiquants. Je pense qu'il y a clairement des tatoueurs qui se revendiquent d'ailleurs uniquement artisans, qui vont avoir un modèle sous les yeux, qui vont reproduire ce modèle ou qui vont faire plus du tatou flash comme on a l'habitude d'en voir de manière classique quand on ne s'intéresse pas forcément à la profondeur du tatou. Il y a aussi ceux qui vont être complètement artistes, presque radicales même, j'allais dire, qui ne font pas de compromis avec le dessin. C'est-à-dire qu'ils vont aller faire le dessin comme ils l'entendent et point barre. Nico est plus de cette trempe-là d'ailleurs, que je respecte de ouf, mais qui me correspond pas. D'accord. Me correspond pas parce que j'ai vraiment besoin de l'accord, encore une fois, de la personne qui est en face de moi et qu'on soit d'accord sur ce qu'on va faire. Donc j'ai besoin de sa participation. Mais est-ce que la participation de la personne invalide l'œuvre? Si œuvre il y a, pas forcément. Pas forcément, mais ça veut dire qu'il faut rencontrer la personne. Ça veut dire que ça demande beaucoup de travail, plus que j'ai un tatou demain, je dois faire un dessin pour demain et je vais faire celui-là, qui est ma vision, et c'est comme ça. Ça veut dire que oui, c'est possible, mais ça demande un grand travail philosophique, je pense, en amont, beaucoup plus proche du travail d'Olivier Poinsignon, je pense, de faire quelque chose qui est radicalement ta patte, radicalement ta vision. Mais on sent que les gens sont très impliqués dans le travail d'Olivier, les personnes qui se font tatouer. Je pense que je ne l'ai jamais vu travailler vraiment, mais c'est ce que je ressens de l'extérieur, de ce que je vois de son travail. Et là, oui, tu peux être... Tout autant que lui-même est impliqué dans les projets qu'il réalise. Exactement. Pour moi, là, il y a vraiment quelque chose de très artistique. Parce que la démarche, elle est au service de l'œuvre, mais il a pris en compte que pour faire son œuvre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est embarqué dans l'histoire. Moi, je dirais que je suis un peu entre les deux. Parce que je fais les choses qui me plaisent, mais quand même, je vais répondre un peu à un cahier des charges, quand on me le demande. Parce que j'estime que sinon, il faut que je fasse des toiles dans ma cave ou dans mon atelier, et voilà, je ne peux pas emmener quelqu'un dans mon truc en imposant ma vision d'une œuvre ou d'un thème ou quoi que ce soit. C'est pas quelque chose qui te correspond avec les valeurs que tu as Pas du tout. Mais c'est pas quelque chose que je combats non plus, tu vois. Je le respecte vraiment. Et même j'admire, tu vois, ce truc de dire non, en fait, coûte que coûte, c'est là que je vais et qui même me suivent. Et celui qui veut changer, c'est qu'il n'est pas prêt à porter ma pièce, tu vois. Bon, j'extrapole le truc, mais moi, je n'ai pas ce truc-là. Donc je pense que je suis un peu à cheval entre les deux, parce que je fabrique, donc il y a ce côté artisanat, je travaille avec mes mains, ça demande une technique, un savoir-faire, donc... Mais le côté interprétation personnelle, il est quand même artistique, ce côté-là. Ta vision du monde, moi ma définition de l'artiste, après il y en a beaucoup des définitions et il faudrait que je relise la vraie d'ailleurs, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas lue, mais pour moi c'est surtout d'avoir un regard sur le monde et puis de le montrer en fait, de l'exposer quoi. Mais je ne veux pas l'imposer, parce que je ne suis pas quelqu'un qui s'impose. Je suis quelqu'un de très... tranquille, j'aime avoir ma place, tu vois, mais j'aime pas l'avoir de manière brutale. Et donc ce que tu crées, c'est quelque chose qui sort quand même de toi au départ, avec une impulsion, et tu ne fais pas que travailler sur demande et... Ah non, je remplis pas un cahier des charges de A à Z. C'est pour ça que je te disais aussi tout à l'heure que je refuse des choses, parce que quand je sens que je suis, par contre, une imprimerie, tu vois, ou juste un moyen d'avoir un tatou et que en fait ma vision elle n'intéresse pas la personne qui vient vers moi, je considère que du coup c'est pas à moi de le faire. Qu'il y a beaucoup de tatoueurs qui se revendiquent artisans, qui n'ont pas forcément de dessin, de vision artistique de la chose et qui juste aiment tatouer, ils aiment le support, ils aiment tout ça, tu vois, le matériel. Donc ça fera plaisir à ce tatoueur-là, ça fera plaisir à ce client-là. Et moi, par contre, ça me frustrerait beaucoup de devoir travailler que dans la contrainte de remplir un cahier des charges qui ne me correspond pas. Et en plus, au début de mon apprentissage, Nico me disait « il faut que tu apprennes à refuser ». Et je trouvais que c'était condescendant de dire non. Comme si mon jugement sur le thème de quelqu'un avait plus de valeur que son goût à lui, tu vois. Puis j'ai compris, quand il a fallu que je dessine
pendant 3 heures quelque chose que j'aime pas et que du coup je n'arrive pas à sortir un dessin qui me convienne parce que je trouve pas ça joli, parce que je trouve que ça marche pas, oui, j'ai compris que ça vibre pas avec qui tu es. Ça vibre pas et je vais pas demander de l'argent à quelqu'un pour faire quelque chose que je trouve pas beau. Je trouve que la démarche n'est pas très honnête dans ma vision du tatou, quoi. Dans ma vision d'avoir envie de faire des choses jolies, sinon je préfère ne pas faire, quoi, en fait. Je comprends. Tu vois. Et par rapport aux termes illustration et dessin, est-ce que ce sont des termes que tu dissocies ou pas du tout ? Je les dissocie, mais je pense que je les dissocie pas très bien. Pareil, il faudrait que je regarde les définitions pour pouvoir développer un avis étayé et avoir un avis intéressant sur la question, surtout. Mais là, moi, quand je parle illustration, je pense j'allais dire, je pense aux livres d'enfants et en même temps, c'est pas vrai parce que quand je regarde du Jean-Luc Navette, pour moi, c'est l'illustration et clairement, il n'y aurait pas ça dans un livre pour enfants. Donc, je crois qu'en fait, non, je sais pas trop. Je sais pas trop. Peut-être que c'est une question de fond. Tu vois, l'illustration, il y a quand même le mot illustrer, donc mettre en scène une situation, mettre en scène je sais pas, des personnages. Il se passe quelque chose, je pense, dans l'illustration. Dans ce que je ressens du mot, en tout cas. En plus, c'est un mot qui fait 12 lettres, tu vois, il est trop beau ce mot. Yes. Il faut absolument que je regarde la définition. Dessin, ça fait 6, tu me diras. Ouais, bah ouais. Mais non, je suis trop floue sur la définition. Mais c'est vrai que mon premier truc, c'est ça. Je pense que l'illustration raconte une histoire. Le dessin aussi pour raconter une histoire. Mais non, je crois qu'il faut vraiment que je regarde la définition. Mais c'est pour ça que je pose la question aussi au niveau de la sensation des personnes, comment elles utilisent le mot, parce que c'est très utilisé. Et en plus, je l'utilise très souvent quand je présente mon travail. Ouais. Tu vois, je ne suis pas trop capable de le définir en vrai. Mais je trouve ça extrêmement intéressant parce que déjà, les définitions peuvent évoluer avec le temps. Parfois, tu te penches sur l'étymologie et toi, tu vas t'approprier le mot aussi et l'utiliser comme bon te semble. Tout dépend de l'importance que tu accordes à l'étymologie et au sens des mots. Mais j'aime bien aussi avoir la pensée première de la personne par rapport à un sujet, sans pour autant que tout ce qui est dit là, maintenant, tout de suite soit gravé dans le marbre. Oui, ce ne sera pas la vérité ou quoi, bien sûr. Mais et évidemment, tu as aussi la délicatesse de prendre des pincettes avec le terme sans vouloir donner une vérité générale. Ouais, non, je sais pas. S'il y en a. mais j'aime bien le côté interpréter un mot et se l'approprier sans pour autant avoir la définition du dictionnaire, bien qu'elle soit intéressante quand on a envie de chercher. Ah, c'est une bonne base commune quand même. Voilà, mais parfois on va s'approprier un mot et l'utiliser en détournant peut-être parfois de son sens originel, mais qui va faire plus écho pour toi, pour telle ou telle raison. Donc c'est aussi pour ça que j'aime bien poser ce genre de questions-là. Moi, je dirais ça, ça raconte quelque chose, l'illustration. D'accord. Je pense que j'ai satisfait ma soif de questions là tout de suite maintenant. Ça y est, tout a été ratissé. En tout cas, merci Louch. Merci beaucoup pour cette très discussion. J'espère que j'ai été claire et pas trop... j'espère que c'est compréhensible. Très clair, super synthétique, super pédagogique, super dans cool. Le partage, la bienveillance. Je voulais pas faire trop de digressions. J'ai dit beaucoup les gens, je m'en suis rendu compte. Les gens. Tu travailles globalement avec les gens. Alors, du coup, c'est vrai. Ils font partie du discours et de ta démarche. C'est vrai. C'est pour ça qu'on est là. À fond. Merci beaucoup. Merci à toi. Démarche. Avec. Merci d'avoir écouté Démarche avec. Si vous avez envie d'en voir plus ou de prendre contact avec Louch, je vous redirige vers son Instagram et son Facebook en description de cet épisode. Faites bien attention à aller sur le compte perso, la page pro est à l'abandon. Ce podcast est réalisé gratuitement avec beaucoup de passion. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. On vous donne rendez-vous chaque dernier dimanche du mois pour un nouvel épisode. Pour nous aider, vous pouvez partager cet épisode sur les réseaux sociaux et aussi lui laisser un commentaire ainsi qu'une note si votre plateforme d'écoute le permet. Et si vous avez vraiment envie d'entendre une personnalité liée au tatouage, n'hésitez pas à nous le glisser par message sur Instagram, Facebook ou par mail. À bientôt.